à toutes et à tous. Je suis donc Olivia Lorangeois, la directrice générale du Philantrolab, ce qui me donne entre autres plaisir celui de vous souhaiter la bienvenue ce matin en mon nom et en celui de mon équipe. Pour celles et ceux qui découvraient ce matin le Philantrolab, même si nous espérons que vous êtes de plus en plus nombreux à y venir, à vous approprier ce lieu. Pour vous présenter le Philantrolab en quelques mots, vous êtes ici dans le premier lieu dédié à l'essor de la philanthropie. Ici, nous poursuivons une triple mission, celle de réunir des porteurs de projets à impact, associations, fondations, fonds de dotation, en leur proposant notamment dans les étages des postes de travail. La seconde mission qui est la nôtre, c'est celle de les accompagner, de vous accompagner à monter en compétences, à professionnaliser vos structures. Et donc, nous avons pour cela des programmes dédiés, notamment un incubateur et un accélérateur. Et je salue les lauréats de nos programmes qui sont présents dans la salle ce matin. Et nous proposons tout au long de l'année des conférences, des masterclass, des différentes rencontres pour aider à se structurer et à monter en compétences. Et donc évidemment à démultiplier vos impacts. La troisième mission que nous avons au Philantrolab, c'est celle de faire rayonner l'engagement, de célébrer les causes qui sont défendues. Et nous avons une conviction fondatrice, c'est celle que c'est ensemble, associations, fondations, acteurs publics, acteurs privés, mécènes, philanthropes, que nous réussirons collectivement à relever les défis qui s'imposent à nous et à notre société. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité vous inviter ce matin autour d'une question essentielle qui nous anime beaucoup au Philantrolab, qui est comment fait-on concrètement pour financer durablement l'intérêt général ? Et pour cela, nous avons la chance de pouvoir compter sur des intervenants et des intervenantes de grande qualité. Sandrine vous les présentera d'ici quelques instants, mais permettez-moi de les saluer et de les remercier en notre nom à tous pour leur présence à nos côtés ce matin. Je parlais de Sandrine Nazos, mon adjointe, qui est à l'initiative de cette rencontre et qui est à la manœuvre. Et donc un grand merci également à Sandrine pour avoir organisé tout ça, et à l'équipe en coulisses, Elisabeth, Clara qui vous ont accueilli, Mathieu qui est à la technique, et Thomas qui vous fera passer le micro tout à l'heure pour les questions. Merci enfin, des merci importants également pour justement les entreprises mécènes qui nous permettent d'organiser cette programmation, de vous offrir tous ces moments de rencontre, d'échange, en particulier la compagnie de Falsbourg qui est le mécène d'honneur du Philantrolab, et la Société Générale Private Banking qui est le grand mécène du Philantrolab. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Je vais passer la parole à Sandrine. Je vous souhaite évidemment une conférence très inspirante, interactive, et je l'espère qui participera à transformer les enjeux qui sont les nôtres. Très bonne matinée à tous et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivia pour cette introduction et cette présentation. Je vais appeler d'ores et déjà, pour commencer cette première partie de témoignages croisés, Antoine Leguin et Angélique Vacher à me rejoindre sur scène. On va séquencer la matinée en deux temps. Donc d'abord ce témoignage croisé, et ensuite on passera à une table ronde. Donc effectivement, comme l'a dit Olivia, on a voulu interroger la place des entreprises, le lien et le mariage entre business model, activité d'entreprise et engagement et philanthropie, notamment pour des financements plus durables du secteur associatif. Spoiler alerte, on n'a pas la solution miracle et la recette quand vous allez sortir d'ici. Mais voilà, je vous apprends rien, le climat est complexe pour tout le monde. On a une contraction des finances publiques avec des délais parfois plus longs, une incertitude, des baisses de subventions publiques, parfois un climat politique qui peut être compliqué dans certaines villes ou départements pour les associations. En parallèle, on a au mieux un maintien des défis, au pire une hausse et une complexification des défis sociétaux et environnementaux à gérer. On se tourne tous, je pense, vers les entreprises pour savoir si elles font leur part, si elles doivent faire plus, si elles doivent être les pompiers de ces situations ou pas. Et en même temps, ces mêmes entreprises, je pense que beaucoup d'entre vous ici sont des associations, ces mêmes entreprises sont aussi très exigeantes avec les associations qu'elles soutiennent. Parfois, elles peuvent
considérer les associations comme un petit peu amateurs ou amatrices dans leur gestion. Et quand ce n'est pas le cas, elles sont extrêmement exigeantes en termes de reporting, d'impact, de volume. Et c'est peut-être normal, mais tout ça nous demande donc d'interroger la façon dont le lien entre entreprise et association peut être renforcé et comment on peut aller aussi au-delà du mécénat un peu traditionnel. Donc on va explorer ce matin des nouvelles formes ou des formes un peu innovantes de mécénat et peut-être aller au-delà même du mécénat pour financer le secteur. Donc, pour cette première partie, donc j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Angélique Vacher qui représente Caudalie, responsable du développement durable de l'entreprise Caudalie, et Antoine Leguin qui se fait le porte-parole du mouvement One Person for the Planet et qu'on a la chance d'avoir parmi nous au Philanthrolab dans les résidents de notre communauté. Donc, merci à tous les deux d'être venus nous parler d'une forme de mécénat un petit peu particulière. Je vais me tourner vers toi directement, Antoine, pour que tu nous dises tout simplement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qu'est le One Person for the Planet, ses origines, ses objectifs, son fonctionnement, pour qu'on y voit un peu plus clair. Merci beaucoup Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Leguin, je m'occupe du développement pour le 1% pour la planète France, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, à l'origine une initiative du fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard. Patagonia s'engageait très tôt pour les associations de protection de l'environnement aux États-Unis. Et en 2002, il se posait la question de se dire comment inciter justement les entreprises à soutenir des associations de protection de l'environnement. Et donc, sur ce constat, il a créé le 1%. Aujourd'hui, c'est une organisation donc internationale. On a à peu près 5000 entreprises qui sont adhérentes à travers le monde. Et 7000 associations de protection de l'environnement qui sont agréées, donc qui peuvent recevoir des fonds de la part des entreprises du réseau. Je ne sais pas si tu veux, je partage d'autres chiffres ou ok sur les. Peut-être pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela a permis jusqu'à présent. On a à peu près collecté collectivement grâce aux entreprises du coup un peu plus de 800 millions de dollars depuis la création du mouvement, qui ont été du coup reversés aux associations du réseau. En France, on est le deuxième plus gros contributeur à l'échelle internationale. Donc on est le seul pays à avoir une structure juridique indépendante. Donc on est 4 à Paris, dont quelques personnes qui sont dans la salle, Éléonore, Jeanne et Jonathan. Donc on est effectivement ici au 2e étage et le siège est en Haute-Savoie. Et donc en tout, on est une petite équipe de 10 personnes. Et l'année dernière, c'était 14 millions d'euros qui ont été reversés par 750 entreprises, 900 entreprises à 750 associations agréées en France. Merci pour cette présentation et ces chiffres assez impressionnants quand on parle de philanthropie environnementale. Du coup, je me tourne vers toi, Angélique. Si je dis pas de bêtises, Caudalie a fait partie des premières entreprises à rejoindre le mouvement One Person for the Planet en France. Qu'est-ce qui justement peut justifier, quand on a une entreprise, ou en tout cas dans le cas de Caudalie, de choisir de passer par One Person pour son engagement philanthropique plutôt que de le faire peut-être en direct ? Déjà bonjour à tous. Moi je suis responsable développement durable chez Caudalie. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'entreprise, mais donc nous on a été fondé en 1995 par un couple qui s'appelle Mathilde et Bertrand Thomas. Et donc là je vais parler un petit peu en leur nom, mais ils ont vécu quelques années aux États-Unis. Et en 2012 ils ont rencontré du coup Yvon Chouinard et ils ont découvert le collectif 1%. Et je pense que ça a vraiment fait sens à leurs valeurs parce qu'ils voulaient vraiment intégrer l'engagement dans le modèle. Et nous, ce qui nous a convaincus et ce qui nous convainc encore aujourd'hui chez le 1%, c'est que c'est un message qui est extrêmement clair et simple, je pense, 1% du chiffre d'affaires, et qui est très puissant, qui est indépendant, on va dire. Enfin, on parle pas de profit, on parle de chiffre d'affaires. Donc, selon les conjonctures annuelles ou les conditions économiques, il y a quand même cette part qui est dédiée aux associations environnementales. Après, nous, on est forcément très intéressés par la force du collectif. Donc, on a la chance de faire partie d'un collectif où il y a des milliers d'entreprises et des milliers d'associations qui sont reconnues à l'international. Il y a un logo, encore une fois, qui est extrêmement puissant, que nous, on peut apposer sur nos packaging, qu'on peut prendre dans tous nos moyens de communication. Donc, c'est un message très fort, très clair, encore une fois, transparent, lisible, prévisible. Et après, je pense qu'on parle aussi, nous, de crédibilité, forcément, parce qu'en tant qu'entreprise,
il faut aussi prouver que notre engagement est vraiment sincère. Et là, on a du coup un organisme tierce qui est là, qui nous encadre, qui nous accompagne. Donc forcément, ça fait une garantie pour Caudalie pour pouvoir communiquer sur ses engagements aussi. Et à côté de ça, je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est que certes, il y a ce cadre, mais moi, je suis en contact direct avec les associations qu'on soutient. Je les suis au quotidien. C'est nous qui choisissons les fonds, le ciblage des fonds. C'est nous qui suivons les projets. Donc, on a une liberté totale sur notre philanthropie. Donc, il y a à la fois ce cadre et cette liberté. Et justement, aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se traduit concrètement, cette philanthropie du groupe ? Vraiment concrètement, donc chaque année, on a un budget du coup qui correspond à notre 1% de chiffre d'affaires qui est reversé à des associations. Et donc, on choisit ces associations en direct. Nous, l'objectif, c'est d'avoir des partenariats long terme avec les associations qu'on soutient, parce que les projets environnementaux, je pense que je vais pas vous l'apprendre, ils mettent un petit peu de temps à avoir des résultats concrets. Donc, on a vraiment un partenariat direct et c'est des rencontres, des échanges. Parfois, moi, j'ai la chance d'aller sur le terrain pour voir les projets. On organise des conférences en interne ou en externe auprès de partenaires, de collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment du direct au sein de l'entreprise. Ok. Et est-ce que, alors j'imagine, c'est peut-être plus une question pour Antoine, que le fait de passer par le 1% vous rassure et vous sécurise. J'imagine qu'il y a une garantie de fiabilité des associations, peut-être de due diligence que vous opérez pour le compte des associations des fondations et des entreprises qui contribuent. Oui, tout à fait. En fait, lorsque les associations souhaitent devenir associations agréées, nous on a une liste en fait de documents qu'on demande. Donc il faut déjà que la mission environnementale soit avérée. Il y a d'autres documents administratifs qu'on va demander aux associations, et lorsqu'elles nous le transmettent, on a mis en place un système de parrainage désormais. Donc c'est des membres 1%, des entreprises membres qui vont parrainer des associations pour rentrer dans le réseau, parce que le fait d'être une association agréée ne garantit pas d'avoir des financements, parce que comme l'a dit Angélique, ce sont les entreprises qui majoritairement choisissent, à savoir que 80% des fonds ne transitent pas par nous. C'est du don en direct. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont des moteurs pour que les entreprises, c'est une question pour l'un ou l'autre, qui seraient moteurs dans le fait de rejoindre un mouvement comme le vôtre et de passer par un intermédiaire comme le 1% pour pouvoir gérer son engagement philanthropique ? Je pense que là, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, nous en tout cas, qui sont intéressantes par Caudalie, mais je sais qu'on voulait parler un petit peu aussi nous, il y a une force aussi qui est présente grâce au 1%. Encore une fois, c'est un message très lisible et du coup, ça embarque énormément nos collaborateurs. Donc, on a toute une stratégie, bien sûr, développement durable, RSE, qui est définie, qui parle de nos actions en propre, de réduire au maximum notre impact environnemental. Mais cet engagement qui va au-delà, du coup, qui nous permet de contribuer, on va dire, à des champs d'action qu'on n'aurait, je pense, pas forcément soutenus seuls. Il est très important et c'est un message fort qui donne du sens, qui apporte une culture environnementale extrêmement forte aussi en entreprise. Et moi, je le vois avec nos collaborateurs, comme on fait venir des associations qui témoignent des projets, vraiment, on les rencontre, les collaborateurs peuvent poser des questions, etc. Souvent, c'est un moteur de... je pense d'être sûr que au quotidien, à son travail, on a un certain sens. Et là, il le voit concrètement sur des gens qui sont sur le terrain et qui témoignent. Donc, je pense que là-dessus, nous aussi, c'est un avantage clair de faire partie de ce collectif et de pouvoir rencontrer ces associations et les soutenir. Alors justement, toi, tu pilotes la RSE de Caudalie. Est-ce que l'engagement des collaborateurs fait partie aussi, j'imagine, votre politique RSE? Est-ce que tu vois d'autres façons d'imbriquer davantage ce modèle entre votre cœur d'activité, votre core business, et cet engagement qui va dépasser un petit peu le don? Tu nous as dit que il y avait un engagement philanthropique, du soutien d'associations grâce au 1% for the Planet, des associations un peu partout dans le monde, il me semble. Est-ce que vous avez dans les tuyaux ou en tête la volonté d'aller un petit peu plus loin avec d'autres mécanismes qui impliqueraient les clients, les individus, qui feraient des associations, des partenaires, des vigies, des prestataires, autre chose qui ferait que l'alliance entre votre business et les associations serait poussée à l'étape d'après?
C'est un travail au quotidien, honnêtement, pour essayer d'aller plus loin que juste être un portefeuille et apporter l'argent aux associations. Nous, il y a déjà un gros travail, je pense. Enfin, on sait que c'est le meilleur moyen aujourd'hui, enfin le plus actionnable, on va dire, c'est déjà de communiquer. Donc, on a des vidéos qui présentent nos associations, enfin vraiment de manière détaillée. Donc, on essaie de faire connaître ces associations auprès de notre communauté. On organise des conférences. Là, tout récemment, on a fait une conférence avec Jonathan Guyot, qui fait aussi partie du 1%, on s'est retrouvé à la veille de la Journée internationale des forêts, et donc il sensibilisait nos collaborateurs sur cette thématique. Mais du coup, on a ouvert au grand public. C'est tout nouveau, donc il n'y a pas eu beaucoup de participants pour le moment. Mais l'objectif, c'est d'agrandir, enfin d'avoir un point un peu plus fort pour toucher le grand public. Et après, c'est vrai qu'il y a d'autres idées. On en avait discuté, qu'on n'a pas nous mis en place aujourd'hui, mais sur lequel on réfléchit beaucoup. C'est comment impliquer les consommateurs directement. Donc c'est vraiment typiquement l'arrondi à la caisse qu'on pourrait mettre sur notre site e-commerce pour être sûr que nos consommateurs, s'ils veulent participer et faire un don auprès de nos associations, ils peuvent le faire en direct. Il y a déjà d'autres mécanismes, mais c'est aujourd'hui, pour être très transparent, très ponctuel. Enfin, c'est plus ponctuel. Typiquement, on a pour le mois de la Terre, aux États-Unis et au Canada, on distribue via Sephora, parce qu'en Europe, on est plutôt en pharmacie. Et on a co-organisé avec eux donc des événements, des activités par rapport à ce mois. Et il y avait notamment donc l'implication des collaborateurs aussi de Sephora, ce qui touchait un grand nombre de personnes. Et nous, au Caudalie, on a eu la chance de mettre en avant une de nos associations. On a fait des dons au nom de tous les collaborateurs, que ce soit ceux de Caudalie ou ceux de Sephora, parce que c'est une association qui achète des petits terrains de forêt primaire au Canada. Et donc on leur a donné, après c'était un petit cadeau, un petit signe, mais pour faire connaître finalement l'association, et ça a vraiment beaucoup parlé à tous les collaborateurs. Il y a plein de moyens d'essayer de l'intégrer de plus en plus dans notre modèle, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien en tout cas. Okay. Est-ce que vous voyez des limites aussi ou des freins à ce type d'engagement, et notamment peut-être Antoine, qu'est-ce qui généralement va peut-être bloquer les entreprises dans le fait de rejoindre le mouvement ou alors de poursuivre leur engagement philanthropique ? Oui, je pense que c'est une question importante, parce que c'est vrai que 1%, c'est un engagement quand même fort, 1% du chiffre d'affaires. Hein. Donc un des freins, ça peut être notamment sur la fiscalité, parce que quand une entreprise dépasse 20 000 euros de dons, elle est limitée dans la réduction du chiffre d'affaires qui s'applique sur 0,5% du CA. Donc nous, on est vraiment sur 1% du CA, c'est-à-dire qu'il y a une partie des dons pour les entreprises qui font des dons assez conséquents, qui peut pas être défiscalisable. Donc après, nous, on met en place aussi certaines choses dans le 1%. Par exemple, le mécénat de compétences peut rentrer dans le calcul du don. Donc on accepte ce type de dons aussi dans le collectif. Et après, peut-être une chose sur les critères de l'intérêt général, même si du coup c'est plutôt la spécialité de Jonathan Guyot, puisqu'on a un service des partenariats environnementaux chez nous. Et là-dessus, il y a quelques exemples. Par exemple, si on prend des associations qui agissent sur des terrains privés, par exemple sur des parcelles agricoles, il peut y avoir aussi des limites sur ces notions d'intérêt général. Par exemple, vous mettez une haie sur une parcelle agricole, il peut y avoir au sens de l'intérêt général, justement, ça peut être mitigé. Donc voilà, c'est peut-être quelques limites qui peuvent oui, donc des aspects plutôt réglementaires qui peuvent bloquer aussi la volonté d'engagement d'entreprise. Est-ce que vous connaissez d'autres modèles un peu similaires parce que j'imagine que c'est un modèle duplicable dans d'autres secteurs, ou là c'est la philanthropie environnementale, est-ce que ça existe à votre connaissance sur d'autres secteurs ou d'autres mouvements comparables ? J'ai entendu parler hier de 1% culture, et visiblement la personne disait que ça a été inspiré, ils se sont inspirés justement du 1% pour la planète. Et je crois qu'il y a 1% pour les animaux aussi, donc il y a d'autres, oui, il peut y avoir. Et après, sur la partie vraiment environnementale, on reste quand même aujourd'hui le plus gros réseau d'entreprises et d'associations à l'échelle internationale, autant dans la diversité d'entreprises que d'associations. Donc à cette échelle-là, en tout cas, j'ai pas d'autres exemples.
Merci à tous les deux. On va prendre peut-être juste une ou deux questions dans la salle, s'il y en a, avant de passer à la table ronde. Et si jamais certains d'entre vous sont intéressés par le modèle de One Person for the Planet, on pourra vous passer le contact d'Antoine après la conférence. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro qui va circuler. On va en prendre juste une ou deux. Ou un commentaire, ou peut-être quelqu'un a la réponse sur savoir s'il y a des modèles similaires qui existent. Non. Eh ben, écoute. Ah, oui. Oui, bonjour. Ma question, c'était par rapport plutôt au choix des assos. Sur quels critères vous vous basez, vu qu'il y en a plein qui travaillent dans l'environnement. Voilà. Grosse question. Nous, c'est vrai que en philanthropie, on a envie de défendre toutes les causes environnementales. Donc déjà, dès le départ, le choix s'est porté sur les écosystèmes forestiers. Donc c'est uniquement des associations qui préservent, restaurent, protègent les écosystèmes forestiers. Et bien sûr, souvent c'est des projets holistiques. Donc il y a plein d'autres enjeux qui sont, biodiversité, enjeux sociétaux, etc., qui sont inclus dedans. Mais c'est vrai que c'est l'élément principal, on va dire. Et après, il y a encore une fois plein de façons. Je pense que tout est bien, il faut de tout. Nous, c'est un choix de soutenir plutôt des associations qui agissent concrètement sur le terrain. On est moins tourné sur le lobby ou mais on sait qu'on en a besoin, mais c'est moins des associations. Voilà. Nous, c'est vraiment les projets concrets. Et après, en termes de zone géographique, c'est venu aussi avec le temps, pour être honnête, parce qu'au départ, moi, c'était une création de poste. Je suis arrivée il y a 2 ans dans l'entreprise, mais avant, c'était directement les fondateurs qui choisissaient, donc il y avait aussi de l'affect, honnêtement. Mais là, ce qu'on a défini, c'est des zones à fort impact, si je puis dire. Donc plutôt des associations assez conséquentes qui agissent sur des forêts, sur des spots, des fronts de déforestation, des hotspots de biodiversité, des forêts encore intactes. Là, quand je vous parlais du Canada, typiquement les forêts primaires. Voilà, c'est un petit peu l'objet. Et après, c'est que la plupart de nos associations, ça fait quand même quelques années qu'on les soutient. Et pour le moment, l'objectif, c'est de poursuivre le soutien qu'on leur apporte, pardon. Donc voilà, globalement. Mais c'est toujours un challenge au quotidien, honnêtement. C'est difficile de refuser des associations. Bonjour. Est-ce qu'il y a un croisement entre votre engagement philanthropique et la stratégie RSE? Je pense notamment aux cosmétiques, à leur composition, au packaging avec les enjeux de pollution plastique. Et comment est-ce que ça se croise éventuellement? Ouais, c'est une bonne question. Ça faisait aussi partie un peu on en a discuté parce que on pourrait le voir comme une limite. Après, je pense que ça reste quelque chose de sain. Nous, en effet, on s'est posé la question dans la philanthropie, est-ce qu'on peut soutenir des projets qui portent sur nos matières premières? Et en fait, il y a vraiment une distinction à faire entre le travail qu'on va faire au cœur de nos opérations et la philanthropie, où c'est vraiment d'intérêt général. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, que là, on touche à des champs d'action beaucoup plus globaux et qu'il ne faut pas forcément qu'il y ait un lien avec notre business et nos partenaires économiques, ou un risque de lien. Donc on a vraiment séparé honnêtement ces deux engagements. Il y a le travail dans nos filières au sein de nos opérations et il y a la philanthropie. Mais après les thématiques, forcément, on peut s'en inspirer. Les échanges qu'on a avec les associations, on en apprend tous les jours sur des contextes dans des zones agricoles où on sait qu'on a des approvisionnements. Le plastique, pareil, c'est un sujet. En effet, nous il y a une exception je parlais des forêts tout à l'heure, mais on a une initiative portée sur le plastique et eux, ils connaissent extrêmement bien le marché du plastique. Donc ils nous apportent parfois, ils m'apportent des connaissances, des compétences sur ces sujets-là que je peux transmettre ensuite à mes équipes achats. Donc c'est des échanges très riches à chaque fois et on se porte mutuellement. Ouais, et je peux peut-être rebondir aussi sur le cas de Patagonia. Parce que finalement, c'est là aussi de la production textile, hein, donc il y a des déchets. On sait ce qu'engendre la problématique des vêtements aujourd'hui à travers le monde. Néanmoins, c'était la philosophie dès le départ de se dire, en fait, c'est une manière de contribuer et de rendre aussi à la planète ce qui nous a permis de faire du business. Et donc, aujourd'hui, la philosophie de Patagonia, c'était de se dire n'importe quelle entreprise utilise des ressources naturelles pour faire du business. Et il peut y avoir effectivement de la pollution et derrière, donc c'est une façon de contribuer qui n'annule pas les effets négatifs qu'il peut y avoir effectivement.
Toute dernière alors. Et si on reviendra à la fin de la matinée si on a le temps avec plus de questions. Oui, bonjour. Vous disiez, et c'est compréhensible, que sur les financements et sur votre soutien, vous étiez plutôt sur du long terme. Donc, long terme, ça veut dire quoi pour vous? Et est-ce que dès le départ, en fait, lors de la sélection de vos associations, vous vous engagez sur du pluriannuel ou c'est du renouvellement annuel? Non, nous aujourd'hui on est encore sur du renouvellement annuel. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que je travaille au quotidien pour que ce soit accepté au sein de la direction. Mais au-delà de ça, je pense que on a des preuves là dans nos partenariats. J'ai pas fait la moyenne, j'aurais dû la faire, mais la moyenne, on va dire, de nos partenariats auprès de nos associations, je pense qu'elle est au moins de 5 ans, et on a des partenariats qui ont démarré dès 2012, donc dès le début de notre engagement au sein du collectif. Je suis entièrement d'accord, c'est un sujet assez délicat, et moi je pense qu'on devrait aller sur du pluriannuel aujourd'hui. Mais ça, c'est des échanges que j'ai avec le 1%, justement, de comment... si jamais on se retirait d'un projet, on ne va évidemment pas partir en 1 an, ce serait quelque chose de progressif. Et encore une fois, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, je suis en contact direct, j'ai des échanges pratiquement quotidiens avec les associations. Si pour X raisons, il y aurait un sujet de stopper le partenariat, ce serait des choses, il y aurait des échanges progressifs, et je pense que c'est 2-3 ans avant de se retirer d'un projet vraiment spécifiquement pour s'assurer de la bonne continuité du projet. Donc là, aujourd'hui, c'est un peu l'objectif. C'est pas écrit sur du papier contractuellement parlant, mais c'est la vision qu'on a chez Caudalie en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Je vais vous inviter à échanger vos places et encore merci d'avoir partagé votre expérience. Et merci madame pour cette question, parce que vous m'aidez un petit peu sur la transition, mais je vais appeler à me rejoindre sur scène Anne-Claire Roux pour Mirova Foundation, Luce Ponce. Alors Luce remplace Maëlys Cartini qui n'a pas pu être là ce matin, et je remercie vraiment Luce de la remplacer au pied levé. Luna Viciana et Jean-Christophe Joannet, rejoignez-moi, et en attendant de vous installer, Olivia m'a soufflé une idée quand on préparait cette conférence, celle d'aller prendre le pouls de vous qui étiez déjà inscrits à la conférence, et puis aussi des associations qui forment notre communauté, puisque au quotidien on travaille avec vous pour avoir un petit aperçu de ce qu'est votre réalité, et justement comprendre un petit peu votre relation aux entreprises. Donc on a fait une petite enquête. Alors très rapidement, on va vous montrer quelques slides pour voir un petit peu le profil de ceux qui ont répondu. Donc les réponses qu'on a eues à cette enquête étaient par structure, pas par personne. Donc voilà, majoritairement, donc 3/4 des répondants sont des associations, avec une certaine diversité en termes de capacité budgétaire, avec des budgets annuels compris entre 100 000 et 500 000 euros pour 35% d'entre elles, et entre 500 000 et 1,5 million d'euros pour 30% d'entre elles. Et les 2/3 des répondants ont une activité supérieure à 5 ans. Si on passe à la slide suivante, on voit aussi que plus de 2/3 sont assez relativement dépendantes des financements privés, si on cumule la part de celles qui ont une dépendance à plus de 50% de ces financements privés, ou qui sont dans une fourchette entre 20 et 50% de financements privés. Et donc on vous a interrogé sur les principales fragilités de vos associations, selon vous, et donc vous le voyez, ce qui arrive en premier, c'est le manque de visibilité pluriannuelle, d'où la question, j'imagine, sur les financements pluriannuels, et la difficulté à diversifier les sources de financement. Donc on est a priori dans le bon thème ce matin, une dépendance à un nombre trop restreint de financeurs. Les fonctions support, d'ailleurs, je vous invite à aller regarder le replay d'une conférence qu'on a organisée il y a 2 ans au moins sur les frais de fonctionnement des associations. On essaie de porter ce message-là au Philanthrolab. Une dépendance aux subventions publiques, donc pour celles qui sont probablement dans les moins de 20% de financement privé.
et des tensions de trésorerie. Et de manière un petit peu plus marginale, certaines nous ont aussi évoqué les limites à l'autofinancement par une activité commerciale, ou des difficultés particulières en fonction de modèles type tête de réseau associatifs qui sont aussi parfois compliqués à financer. On vous a aussi interrogé sur votre expérience et votre perception de la relation association-entreprise. Pour 44% d'entre vous, elle est plutôt jugée satisfaisante, cette relation-là. Pour 38%, elle est jugée insuffisante. Et on vous a aussi interrogé sur vos relations opérationnelles. Donc, elle est très majoritairement, pour plus de 2/3 d'entre vous, financière. C'est une relation purement financière. Et pour à peine un quart, elle est plutôt liée à de l'expertise, à du mécénat de compétences. Et rares sont ceux qui ont un modèle équilibré, une relation équilibrée qui soit tant financière qu'en mécénat de compétences avec les entreprises qui les soutiennent. Et par contre, quand on vous interroge sur le fait que si vous pensez que les entreprises ont une bonne compréhension des contraintes économiques et aussi temporelles des associations, bon, la note est pas top, plus que 2/3 d'entre vous mettraient une note de 2,5 entre 2 et 2,5 sur 5 aux entreprises. Donc il y a encore des efforts à faire, en tout cas, pour penser que les entreprises sont conscientes de vos réalités à la fois économiques et à la fois de votre rapport au temps. On rentre encore là une fois dans le pluriannuel. A priori, peu d'entre vous ont déjà bénéficié de financements qui sortent du cadre traditionnel du mécénat. Quand c'est le cas, la majorité d'entre vous, pour 60%, c'est plutôt de l'autofinancement via des activités lucratives, type vente de prestations, de formation ou autres. Et dans quelques cas, dans une moindre mesure, c'est du financement participatif, type arrondi en caisse, par exemple. Et on va passer sur la slide suivante, puisqu'on vous a interrogé sur vos attentes prioritaires vis-à-vis des associations. Et ce qui sort en premier, ce sont les engagements pluriannuels. Donc encore une fois, ce rapport au temps, à la confiance, à la visibilité, à la confiance aussi avec une notion de non-ingérence, de peut-être être un petit peu moins exigeant sur les rapports à impact, sur la justification de chaque euro et de la direction dans laquelle il va. Mais on a aussi pas mal d'autres choses qui sont sorties. La mise en réseau, la visibilisation, la façon dont les entreprises peuvent aussi recommander les associations qu'elles soutiennent à d'autres mécènes, valoriser leurs actions. Évidemment, le mécénat de compétences, l'achat de services. Donc c'était un petit peu l'objet de ma question tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'une entreprise dans sa stratégie RSE peut aussi faire des associations, des alliés, des prestataires, des vigies, des conseillers, peut-être de leur activité professionnelle. Je vous laisse avec ça. J'inviterai chacun des intervenants peut-être à réagir s'il le souhaite, mais on va passer du coup à cette table ronde pour interroger du coup les canaux de financement pour s'engager autrement quand on est une entreprise. Et on va peut-être commencer directement avec Luce pour s'interroger sur de quelles entreprises est-ce qu'on parle. Quand on est aujourd'hui entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, quel modèle d'entreprise, de fondation on peut explorer quand on veut avoir un engagement fort? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'avant de répondre à la question, je vais très rapidement présenter Profil. Donc, on est un cabinet de conseil et de recherche qui a été créé il y a une petite dizaine d'années et on est une quinzaine de collaborateurs. On est entreprise à mission et notre mission, c'est d'ouvrir la voie pour accélérer la contribution des entreprises au bien commun. Et dans cette ouvrir la voie, il y a justement notre activité de recherche où on vise à défricher des modèles économiques, de gouvernance, comptables aussi, ou de partage de la valeur qui permettent aux entreprises justement d'explorer de nouvelles voies pour contribuer à ce qu'on appelle de façon très large le bien commun. Parmi donc les choses auxquelles on s'intéresse, il y a eu il y a quelques années avant la loi Pacte la société à mission, donc dont je reparlerai un petit peu dans quelques minutes. On travaille aussi actuellement et depuis plusieurs années maintenant, sur le modèle des fondations actionnaires, dont je vous redirai quelques mots. Et là, on est aussi en plein dans des sujets liés à la post-croissance. Donc, comment réinventer les modèles économiques à l'aune des limites planétaires et vraiment
prendre en compte les contraintes physiques aujourd'hui mieux, ou en tout cas mieux les prendre en compte dans les modèles des entreprises. Et donc, quel type d'entreprise? Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des travaux qu'on a menés sur le lien entre société à mission et philanthropie. Comment est-ce que ces deux sujets, qui sont en fait des moyens d'action pour les entreprises pour contribuer au bien commun, comment ces deux leviers peuvent être complémentaires et se nourrir l'un l'autre. Donc c'est notamment une étude qu'on a menée en 2024 où on a mené des séries d'entretiens et d'études de cas auprès d'entreprises qui étaient sociétés à mission et qui avaient en parallèle une action de mécénat. Donc le mécénat, c'est un levier d'action qui est à disposition des entreprises depuis plusieurs années maintenant. Je vais rien vous apprendre, mais voilà, c'est quelque chose qui nous est venu des États-Unis et qui a pu émerger en France et être rendu possible par tout un tas de réformes, par exemple comme la loi Eliagon, etc. Tandis que la société à mission, plus récemment, donc c'est une qualité juridique qui a été introduite en 2019 par la loi Pacte. Peut-être très rapidement pour la société à mission, donc cette qualité juridique, elle permet à une entreprise de se doter d'une mission. Cette mission, elle doit être introduite dans les statuts et votée donc en assemblée générale extraordinaire, ce qui permet d'embarquer. Et en fait, il y a un besoin d'avoir l'accord ou en tout cas la mobilisation de l'actionnariat pour mettre en place une société à mission. La mission se compose donc d'une raison d'être et d'objectifs statutaires qui sont même déclinés en objectifs opérationnels et qui viennent vraiment questionner le modèle d'activité de l'entreprise. La société à mission, elle interroge vraiment qu'est-ce que l'utilité d'une entreprise, en tout cas quand elle est sérieusement mise en place et considérée. Tandis que la philanthropie, voilà, elle est là aussi pour parler de partage de la valeur, de contribution, de comment est-ce que l'entreprise s'implique aussi au-delà de ses activités propres. Rapidement sur les deux thématiques qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui sur ces liens entre société à mission et philanthropie, c'est tout d'abord les liens en termes de sujets et en termes d'alignement et de complémentarité sur les thématiques poursuivies, et ensuite sur la sanctuarisation des moyens. Sur les sujets, ce qu'on a observé, c'est que le fait de passer société à mission, de se doter d'une raison d'être et d'objectifs assez clairs et dirigés, finalement d'avoir réfléchi à son utilité, ça permettait aussi à l'entreprise de faire un état des lieux de sa philanthropie et de ce vers quoi elle s'engageait, finalement d'arriver à passer de quelque chose d'assez ou dans certains cas caritatif, d'avoir un peu des actions parce que on avait depuis longtemps soutenu telle association, qu'il y avait des liens parfois, voilà, des causes qui touchaient le dirigeant ou l'équipe dirigeante, enfin voilà, des choses qui étaient là de façon historique au sein de l'entreprise, à passer à des choses plus en lien avec la mission, avec le cœur d'activité de l'entreprise, avec une vision plus générale. Et pour être très concrète, je vais vous parler donc du cas du groupe Rocher, qui est passé entreprise à mission. Donc le groupe Rocher, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 7 millions dédiés au mécénat. Et la raison d'être du groupe Rocher, c'est donc reconnecter les hommes et les femmes à la nature. Depuis de nombreuses années avant de passer société à mission, le groupe Rocher avait une grande activité de mécénat, des fondations dans plusieurs entités du groupe, etc. Et ce qui a permis la société à mission, c'est aussi de se poser la question de quel était le sujet général de cette philanthropie, vers quoi elle voulait s'orienter. Et ils ont donc, ça n'a pas été une obligation et quelque chose qui a été imposé à toutes les filiales, mais d'avoir cette raison d'être qui avait été posée, ça a permis aussi qu'ils réorientent certaines de leurs activités vers ce lien justement, cette connexion à la nature. Il y avait par exemple une fondation aux États-Unis qui était sur la santé mentale des jeunes, et face à cette mission, ils se sont dit que finalement, ce qui était important, c'était aussi de travailler sur ce lien entre la nature et les jeunes, dans une thématique de se dire que ça pouvait aussi améliorer leur santé, notamment mentale. Mais voilà, ils ont réintégré un peu la nature au sein de leurs activités. Et ça a été vraiment en lien avec la société à mission.
De même, il y a la société à mission vient vraiment interroger ce que fait l'entreprise. Comme vous l'évoquiez, il y a le cœur d'activité et le mécénat. Mais il y a une sorte de prolongement dans quand les deux se répondent, dans le sens où reconnecter les hommes et les femmes à la nature, le groupe Rocher, finalement, il ne peut le faire que via ses produits, donc en touchant ses clients, ce qui n'est pas négligeable, ou en incitant ses collaborateurs à participer à des actions. Mais là, avec la philanthropie, il vient aussi toucher toute la société civile, et ça peut vraiment être une mission qui peut toucher des personnes qui sont très éloignées du groupe Rocher par ailleurs, et qui là peuvent aussi avoir tout un tas d'activités qui leur permettent de se reconnecter à la nature. Donc ça, c'était sur le premier sujet des thématiques, et ensuite sur les moyens d'action. La société à mission donc produit un rapport de mission. Et dans ce rapport de mission, il est aussi possible d'avoir des indicateurs liés aux objectifs opérationnels. Et l'une des choses qu'on a observées, c'est que beaucoup d'entreprises nommaient la philanthropie dans leur rapport de mission, parce que c'était vraiment l'outil idéal pour aussi sanctuariser des choses, sanctuariser les moyens d'action, sanctuariser le fait qu'il y ait des jours, par exemple, de mécénat de compétences qui soient donnés aux collaborateurs. Donc c'est vraiment un endroit aussi où on peut fixer des choses et donner du long terme dans la façon dont on prévoit de soutenir l'intérêt général. Un des exemples que vous devez connaître, mais c'est l'exemple de la Maïf, donc qui a dans son rapport de mission introduit le fait qu'ils allaient mettre en place un dividende écologique et donc reverser une partie de leurs résultats à ce qu'ils ont appelé donc le dividende écologique, qui se compose donc entre le fonds de dotation et des actions sociales. Et donc 10% du résultat de la manif est dédié à l'intérêt général. Et donc ça représente aujourd'hui pour le fonds de dotation Maïf pour le vivant environ 7 millions par an. Voilà. Bon, j'allais te demander, c'était super intéressant, mais de nous parler aussi des fondations actionnaires et de ce modèle qu'on connaît moins souvent, et de peut-être marquer un peu la différence entre est-ce que c'est les sociétés à mission qui créent les fondations actionnaires, est-ce que c'est deux modèles complètement distincts, lequel va favoriser le plus d'engagement et quels sont un peu les moteurs qui vont faire qu'une entreprise choisit l'un ou l'autre, peut-être plutôt les fondations actionnaires, puisque je pense que Anne-Claire pourra nous dire pourquoi une entreprise choisit d'être entreprise à mission. Tout à fait. Je vais pas empiéter sur les plates-bandes. La fondation actionnaire, donc c'est vraiment différent de l'entreprise à mission dans le sens où la fondation actionnaire, donc c'est le fait qu'une fondation ou un organisme assimilé détienne tout ou partie d'une entreprise. À ce titre, elle devient donc actionnaire de cette entreprise et exerce une double mission, d'une part philanthropique, et puisque en étant actionnaire, on a, ou en tout cas dans certains cas, une remontée de dividendes qui permet de soutenir une action et des projets d'intérêt général. Et d'autre part, un rôle actionnarial de contrôle de l'entreprise. Cette double mission et ce en quoi la fondation actionnaire est différente de la société à mission, c'est que c'est vraiment un modèle de gouvernance et de propriété. On fait plus que mobiliser l'actionnariat, puisque l'actionnariat change. Alors il peut être compatible avec d'autres actionnaires. La fondation n'est pas toujours, ne devient pas l'unique actionnaire de l'entreprise, mais voilà, c'est une forme de sanctuarisation du capital aussi, puisque comme vous le savez, une fondation n'a pas de propriétaire, donc c'est une façon aussi de remodeler et de repenser la propriété des entreprises et le partage de la valeur. En revanche, c'est deux modèles qui sont complètement compatibles et même qui se nourrissent l'un l'autre, dans le sens où il y a d'ailleurs plusieurs entreprises à mission en France qui sont également pour toute ou partie détenues par une fondation actionnaire. On peut citer par exemple le groupe Vitamine T, le groupe Muvo également, donc dans le champ de l'ESS. Il y a également des entreprises plus classiques, disons, comme Seabird, qui est un cabinet de conseil, le CETI, qui est une entreprise industrielle, voilà, qui fait des portes et fenêtres près de Nantes. Voilà, enfin, il y en a plusieurs.
là où c'est intéressant, c'est que la société à mission, comme on le disait, vient vraiment interroger le modèle d'affaires. Donc ça apporte aussi vraiment sur les activités de l'entreprise. Tandis que la fondation actionnaire vient sanctuariser un actionnariat dédié à l'intérêt général, de long terme, stable, et qui potentiellement aussi peut sanctuariser le fait que la mission soit bien suivie, qu'il n'y ait pas de changement de trajectoire. Et donc voilà, c'est deux modèles qui se renforcent l'un l'autre et qui sont différents mais très complémentaires. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers toi, Anne-Claire. Anne-Claire intervient avec une double casquette comme déléguée générale de la Mirova Foundation, mais tu vas aussi te faire un petit peu porte-parole de Mirova et nous expliquer les métiers de Mirova. Donc, comme on vient de parler des sociétés à mission, je voudrais que tu nous dises ce qui a été ce qui a motivé la décision pour Mirova de faire le passage à société à mission, quelles implications concrètes ça a aujourd'hui sur votre business et quelle est la passerelle, le lien s'il y en a avec vos métiers. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous et ravi de pouvoir effectivement faire le lien en fait entre ces deux sujets parce que nous c'est vraiment au cœur de l'ADN même de la création de notre fonds de dotation. Donc Mirova, rapidement, en fait, est une société de gestion qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, une douzaine d'années, au sein du groupe Natixis et plus largement BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, avec un ADN déjà particulier à la base, puisque nous, on est donc société de gestion, ça veut dire que concrètement, on est un investisseur et on investit sur des projets qui vont en avoir, ou entreprises avec un impact positif en matière environnementale, sociétale et aussi sur les enjeux de gouvernance. Et donc avec déjà cette volonté départ de l'équipe de direction qui a créé Mirova, de vouloir réaligner finalement l'objectif d'investissement qui est du coup de rentabilité, parce que là on fera la distinction avec la partie philanthropique, on reste un investisseur et donc on a une obligation de rentabilité financière à l'égard de nos clients, mais pour autant mettre aussi au même niveau les enjeux d'impact environnemental et sociétaux et se dire finalement c'est possible aussi de réconcilier les deux. Et donc quand je vous parle de ça, il y a une douzaine d'années maintenant, on était quand même dans les premiers et assez on va dire pionnier en France, mais aussi en Europe et puis dans le monde. Il y a eu en plus l'accord de Paris sur le climat en 2015. Il y a eu tout un tas de choses et d'avancées qui ont pu avoir lieu, y compris au niveau européen de réglementation sur lesquelles on a beaucoup œuvré sur les enjeux de finances durables, y compris pour définir qu'est-ce qu'on met dans un fonds qui peut être vert ou qui ne l'est pas. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'enjeux. On a aussi contribué beaucoup à financer les travaux de recherche et la chaire de Blanchet-Grestin qui ont contribué à mettre en place en fait au moment de la loi PACTE ce statut d'entreprise à mission. Donc il y avait vraiment une volonté de se dire on est un investisseur, mais on est une entreprise, on a aussi une responsabilité en fait en tant qu'acteur économique et financier sur les projets qui vont pouvoir être financés par l'argent qui nous est confié et qu'on a la mission de gérer. Et donc concrètement aussi, ça veut dire que par exemple Mirova a été une des premières sociétés de gestion à se dire si on veut aligner nos investissements sur les enjeux climatiques portés par l'accord de Paris et cet objectif des 2 degrés, ce n'est pas compatible par exemple de financer des entreprises qui vont continuer à développer les énergies fossiles. Donc on a fait partie des premiers acteurs à décider d'exclure de nos portefeuilles de gestion les enjeux d'énergie fossile. Donc il y a vraiment eu tout cet engagement autour de aligner notre métier d'investisseur et aujourd'hui on parle beaucoup effectivement des limites planétaires et Jean-Christophe pourra en parler. C'est des enjeux qui sont du coup très complexes, mais en tout cas nous on a fait le choix, ce choix-là. Et puis peut-être pour terminer sur Mirova avec aussi un volet qui est aussi important, c'est que nous on a une spécificité qui est qu'on investit à la fois dans des projets, des solutions directement qui vont être autour, par exemple, du développement des énergies renouvelables, de la mobilité durable, mais aussi de pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie. Donc vraiment investir en direct dans des solutions et dans des projets, mais aussi investir sur ce qu'on appelle le listé, les actifs cotés, donc cotés en bourse, parce que ça aussi c'est un élément important dans le positionnement de Mirova, c'est considérer qu'il faut investir dans les solutions, c'est essentiel, mais il faut aussi accompagner les entreprises
dans la transition et dans des trajectoires de transition, parce que juste financer des solutions positives, malheureusement, avec les objectifs qui sont devant nous, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut aussi pouvoir accompagner des entreprises, y compris des grandes entreprises partout dans le monde, dans des objectifs de transition. Donc ça, c'est, on va dire, l'objectif de Mirova. Et donc, on est allé un cran plus loin, puisque fin 2020, Mirova, après avoir soutenu vraiment l'élaboration de ce statut d'entreprise à mission à travers la loi Pacte, a décidé de devenir entreprise à mission, en même temps d'intégrer aussi le label international B Corp dans sa stratégie et de créer au même moment un fonds de dotation. Et donc finalement, avec cette envie d'être cohérent, ou en tout cas d'être engagé, de se dire on va essayer d'aligner l'ensemble de nos actions, et le lien entre la partie entreprise et philanthropie s'est donc fait, on va dire, assez naturellement autour de deux volets, puisque nous aujourd'hui, la philanthropie est pleinement intégrée aux objectifs de mission de Mirova. Vous avez tout un pan de mission qui est complètement lié à nos objectifs business et nos clients, mais on a aussi un pilier dans notre mission qui est s'appliquer à nous-mêmes les meilleures pratiques et les meilleurs standards qu'on peut prôner auprès de nos parties prenantes et de nos clients. Et donc ça, bien entendu, ça a permis de développer toute la stratégie RSE de l'entreprise. Mais là-dedans, on a vraiment intégré toute une partie sur la philanthropie qui est concrètement aussi auditée, puisque quand on est entreprise à mission, on a un comité de mission, on est audité par un tiers indépendant chaque année, donc on a des comptes à rendre quand même par rapport à tout ça. Et donc dans ces objectifs, il y a le partage de la valeur, ça a été évoqué par Luce, et donc nous, Mirova s'est engagé à reverser 0,5% du résultat annuel minimum chaque année. L'année dernière, on était à 1,12%. Je pourrais revenir sur les chiffres, mais en gros, ça représente à peu près un peu plus d'1,5 million d'euros chaque année. Et puis, au-delà de cette partie partage de la valeur dans la partie philanthropique, on a aussi pu travailler beaucoup avec l'équipe mission RSE, mais aussi avec les équipes RH chez Mirova, pour mettre en place un programme solidarité chez Mirova, où concrètement, c'est l'entreprise qui offre à chaque salarié aujourd'hui 2 jours par an de solidarité, donc qui peuvent être cumulés, dont la moitié doit être au moins consacrée, donc au minimum 1 jour par an, aux projets qui sont portés par la Fondation. Mais concrètement, ça veut dire que vous pouvez, quand vous êtes salarié de chez Mirova, sur votre temps de travail, consacrer du temps qui peut être soit à travers des missions de bénévolat ou vraiment de mécénat de compétences par rapport à vos compétences métiers, principalement à travers la Fondation, à travers quelques actions qui peuvent être aussi portées par la salariée. Donc on voit vraiment que tout cet enjeu, nous, de philanthropie est pleinement intégré, on va dire, à la mission de l'entreprise. Et puis ensuite, je peux développer un peu plus, ou peut-être dans un second temps, mais comment concrètement, nous, dans la mission de la Fondation, on a aussi décliné ça. Ouais, on y reviendra justement, ça nous intéresse, mais comme tu as commencé à parler d'investissement à impact et qu'on est aussi sur la problématique du financement et des modèles, des canaux de financement, je vais d'abord passer la parole à Jean-Christophe pour que tu nous parles un petit peu de finance durable, finance solidaire. La distinction n'est pas toujours claire pour tout le monde, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la finance solidaire, sa différence avec la finance durable, et voir un petit peu ce que ça peut apporter pour le financement des associations, et notamment quand on est une entreprise et qu'on choisit de se financer ou de financer le secteur via ces canaux-là. Avec plaisir. Donc, c'est un sujet d'actualité, le financement du secteur associatif. D'ailleurs, je suis un peu stressé, j'ai même pris mes notes parce que vous vous rendez pas compte, mais vous êtes très nombreux, donc c'est un sujet qui parle. Quand on discute avec des associations, globalement, il y a 2 principales sources de financement. Le premier, c'est l'État. Le deuxième, c'est les donateurs privés. Il faut savoir, il y a une rupture brutale du financement de l'État qui est liée à la dette de la France. Quand je rencontre des associations, elles me disent que leur budget de fonctionnement a pu être amputé de 10, 20, 30% par rapport à l'année dernière. Donc déjà, se pose une question, comment vous faites pour assurer la même mission quand d'un seul coup, vous avez moins d'argent ? Ensuite, et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, cette tendance, elle ne va pas aller en s'améliorant. Le deuxième donateur, c'est les donateurs privés, qui, eux, vos donateurs historiques, c'est une erreur de croire qu'ils sont acquis. C'est une difficulté. Et les donateurs occasionnels vont être très dépendants de l'actualité. Il y a eu un espèce de mini Big Bang qui est toujours lié au sujet de la dette de l'État. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juin, l'État a envisagé de
plafonner à 2 000 € les réductions d'impôt sur le revenu liées aux dons aux associations. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les associations ont fait le screening. C'est quoi mes mécènes? C'est qui mes très gros donateurs? Ceux qui donnent potentiellement 5 000 € et qui demain vont potentiellement moins donner. Et ça se traduit comment? Cette réforme, elle n'a pas vu le jour, mais les gens qui devaient donner au mois de juin, ils se sont posés des questions. Je vais attendre. Et puis parfois en fin d'année, ils ne donnent pas. Et vous, comment vous bouclez votre année? Comment vous bouclez votre budget? Donc le sujet du financement de l'association, votre mission, elle est tellement vitale qu'en fait, elle ne peut pas reposer uniquement sur la générosité du public. Souvent, moi, on me dit le métier le plus dur au monde, c'est être entrepreneur. Parce que j'ai des coûts certains, je les bute le mois, boum, j'ai 2 millions à payer, mes salariés, mes loyers, etc. Et mes revenus sont incertains. Pour les associations, les revenus, ils dépendent de tiers. Ils dépendent de l'État et des donateurs. Compliqué de se projeter dans cet environnement-là. Donc quand on discute avec une association, ce qu'elle nous dit, c'est la brutalité du changement est terrible. Et comment je fais sur une mission qui est une mission de long terme pour me projeter? Alors, comme tu as fait une spoiler alerte au départ, Sandrine, en disant on n'a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, mais déjà quand on a l'envie, on a résolu 90% du problème. Donc on peut se donner les moyens. D'ailleurs, vous êtes des acteurs. On a tous des amis, on a tous des soirées où on a essayé de refaire le monde. Par contre, vous faites partie des gens qui essaient et qui, à votre échelle, y arrivent. C'est vrai, non, Sandrine? Olivia? Alors, je vais vous parler de la finance solidaire. Alors, le métier de la finance, il est hyper simple. On a des porteurs de projets qui ont des besoins de financement. Ils ont besoin d'argent. Et on a des investisseurs qui vont avoir la capacité de financement. Vous voulez acheter un appartement, vous avez besoin de faire un crédit sur 100 000 €. Potentiellement, vous avez besoin de 100 000 € pour votre acquisition. Et vous allez voir votre banque pour qu'elle vous apporte cette solution. Bon, ça, c'est le principe de la finance. La finance durable, c'est celle qui va être au service, entre guillemets, d'un objectif de développement durable. Donc, qui peuvent être préservation de la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, accès à l'éducation, accès à la santé, accès au logement. Donc, et la finance solidaire, c'est une sous-partie en fait de la finance durable, puisque c'est celle qui va aller au service du secteur associatif, c'est-à-dire comment je vais avoir un objectif social dans ma réalisation. Alors, je vais vous poser une question, là, je le fais sans filet. Vous avez besoin d'acheter un appartement, vous avez besoin de 100 000 €, là, vous les voulez tout de suite. Quand vous êtes une association, vous préférez 100 000 € aujourd'hui ou 10 000 € pendant 10 ans? On lève la main. Qui préfère 100 000 € aujourd'hui quand vous êtes une association? Et ça marche. 10 000 € pendant 10 ans. Allez, soyez pas timide. Soyez pas timide. Et là, je vais vous expliquer le phénomène magique, et c'est le rôle de la finance. C'est en fait, il y a une mécanique, c'est celle qu'on propose à nos investisseurs, c'est la mécanique de taux d'intérêt. D'ailleurs, c'est pour ça que vous épargnez. En fait, 10 000 € que je mets aujourd'hui en banque, dans un an, ça vaut 10 300. 10 000... Donc, si je veux donner ces 100 000 €, je les place aujourd'hui, dans un an, c'est pas 10 000 que je vais vous donner, c'est 10 300 l'année 1, 10 600 l'année 2, 10 900 l'année 3, 13 000 l'année 10. C'est génial, c'est ce qu'on propose à nos clients. Donc cette mécanique d'intérêt, elle est finalement alignée avec les intérêts des associations qui ont besoin de financement long terme. Ça, c'est le premier avantage de la finance durable. Le deuxième, alors je ne sais pas vous galvaniser avec des chiffres malheureusement, mais ayez en tête que l'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. Donc on a entendu beaucoup le chiffre à 1%. Moi, je ne parle pas d'1%, je vais être réaliste, pas spécialement ambitieux, mais quand même un peu rêveur. Si on parle de 0,1%, c'est 6 milliards par an qu'on pourrait verser aux associations. 0,1%. Aujourd'hui, les subventions de l'État vers les assos, c'est entre 11 et 12 milliards. Là, je suis en train de vous dire qu'en un claquement de doigts, si on veut collectivement, c'est 6 milliards qu'on peut lever, juste avec ces 0,1%. Donc ça, c'est le deuxième avantage de la finance solidaire. Et enfin, l'idée aussi, c'est d'embarquer tout le dispositif. Les banques, le système financier, on a un rôle assez central. Finalement, votre banque, elle vous connaît bien, elle vous accompagne tout au long. On a quasiment tous une banque, parce qu'on a besoin de faire des paiements. L'argent, il est dématérialisé. La banque, c'est un acteur qui vous connaît bien. Il vous accompagne sur vos projets immobiliers. Ils connaissent vos prélèvements, etc. Vous accompagnez, mobilisez l'écosystème, pas être dans une initiative isolée. C'est-à-dire, c'est pas juste, entre guillemets, au niveau de ma fondation, c'est je vais embarquer mes clients et je vais embarquer les épargnants. Donc c'est ça l'enjeu.
Et une des initiatives pour laquelle j'interviens aujourd'hui, et je te remercie encore Sandrine de nous permettre d'en parler, c'est en fait, moi j'ai passé 12 ans en salle des marchés sur une classe d'actifs qui s'appelle les produits structurés. Ça va parler à personne, d'ailleurs mon épouse, ça fait 15 ans qu'on est mariés, c'est toujours pas ce que c'est, et je le vis très bien. Pourtant, après 12 ans en salle des marchés, j'ai eu envie de donner du sens à mon travail. Et cette idée simple, du 0,1%, c'était de dire quand un client investit dans un produit qui a du sens pour lui par rapport à sa stratégie d'investissement, on va rétrocéder 0,1% à des associations. Et en plus, on va profiter de cette mécanique financière pour que si les investissements performent bien, si les marchés montent, cette logique de taux d'intérêt, redonner 0,1% par année écoulée. Cette initiative, c'est pas une centrale nucléaire, hein, j'ai pas fait décoller une fusée, etc., ça a permis de devenir le premier produit de partage du groupe Société Générale. On fête aujourd'hui les 8 ans de date anniversaire et c'est plus de 12 millions qui ont été reversés. Et c'est une initiative qui a été porteuse de sens pour nos collaborateurs, pour nos clients et surtout le secteur associatif parce que ça a permis d'apporter des soutiens financiers récurrents et surtout ça a permis aussi un peu à notre échelle de faire shifter l'industrie puisque nos compétiteurs, nos pairs, ont lancé aussi leur gamme de produits, souvent au profit des mêmes associations. Donc la mécanique marche, elle a du sens. Par contre, c'est comment on arrive à exploiter ce gisement de l'épargne des Français. Alors justement, ça allait être ma question, tu t'en doutes. Tu nous as fait rêver avec les chiffres et le claquement de doigts. Alors qu'est-ce qui fait que aujourd'hui la plupart des associations qui sont ici n'arrivent pas forcément à bénéficier de ce type cette manne financière, cet argent qui existe? Quelle va être la limite? Comment quid des petites associations? Parce qu'il y a peut-être un sujet de taille et de maturité d'associations qui existent. Et comment est-ce que vous arrivez aussi à convaincre les investisseurs, vos clients, d'aller sur ce type de fonds? On a montré un exemple qui marche par rapport à ce qu'on a dit, hein, la logique du gisement d'épargne, la logique des taux d'intérêt. Mais effectivement, aujourd'hui, ces initiatives, elles sont trop périphériques. On en parle assez peu. Il y a un dispositif, un organisme qui s'appelle FAIR, qui gère tout ce qui est la finance solidaire, donc il labellise cet organisme de finance solidaire. Quand on lit leur bilan, alors la bonne nouvelle, c'est que la finance solidaire, c'est en croissance. Si vous regardez les montants versés aux associations l'an dernier, c'est seulement 15 millions. On va pas loin sur l'ensemble du dispositif d'épargne solidaire. Et 1,5 milliard sur les entreprises de l'économie sociale et solidaire de financement. Donc c'est vraiment la niche de la niche. Alors déjà, il y a une raison qui est quand même principale, c'est malheureusement les préjugés, ils ont la vie dure. Et souvent, quand vous discutez avec des épargnants, un des points qui ressort, c'est de dire sur cette association, je vais préférer donner plutôt que d'investir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un biais, que certains se disent une association, c'est pas une entreprise. Et une association, c'est pas toujours bien géré. Là, je vais vous donner un chiffre que j'ai vu la semaine dernière, comme quoi on en apprend tous les jours, alors que c'est un sujet qui m'intéresse, c'est qu'en fait, le taux de faillite, le taux de défaillance des associations, quand on prête à une association, il est de moins de 1%. Par contre, quand je prête à une entreprise qui est listée, une entreprise que je peux investir sur les marchés, etc., le taux, il est à 2%. C'est marrant. Comme quoi, c'est un préjugé qui est complètement erroné, mais donc on a ce sujet-là. Il y a un point aussi que tu adresses, Sandrine, c'est la question de l'impact. Tout le monde a envie de donner 10 € à une association et de dire il y a 9 € qui viennent sur le terrain. C'est ce qu'on veut tous. Par contre, comment on fait quand on demande à l'association de dire tout l'argent que je vous donne, il va sur le terrain, mais par contre, je veux des reporting, je veux un ancrage ultra local, je veux savoir tout ce que vous faites. C'est dur de faire et de dire ce qu'on fait. Parfois, il faut choisir entre les deux. Et enfin, la dernière limite, quand on est sur ce dispositif de produit un peu de partage, il faut s'adresser au plus grand nombre. Et il y a donc, on est des logiques d'investissement de produits parfois de maturité 10 ans, vous allez voir des très grandes associations qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans d'ancienneté, des associations qui ont une certaine notoriété. Vous allez aussi aller sur des associations qui sont sur des thèmes qui ne sont pas clivants, qui intéressent le plus grand nombre. Je vous donne un exemple. Fin d'année, j'ai rencontré la Fondation M6. La Fondation M6, ils ont un axe mécénat qui est la réinsertion des personnes issues du milieu carcéral. C'est une thématique dont on n'entend pas parler. Il y a 6 mois, j'en avais jamais entendu parler. C'est une thématique qui est courageuse. C'est une thématique portée parce qu'il faut l'expliquer. Pourtant, quand je vais vous donner 3 chiffres hyper simples. 180 000 personnes sont sous main de justice. 80 000 personnes sont dans le milieu carcéral.
60% de récidive. Et le principal barrage à la récidive, c'est l'accès à l'emploi. Donc avoir une association qui permet, entre guillemets, à ces personnes issues du milieu carcéral de se réinsérer, de ne pas être marginalisées, d'éviter la récidive et de redevenir des acteurs de la société, c'est un thème de fond. Pourtant, c'est des associations qui vont avoir du mal à être proposées sur ce type de produit. Donc c'est un peu la limite, c'est comment je fais pour soutenir certaines thématiques et comment je fais pour soutenir des associations moins connues, parce que c'est compliqué aussi d'être une association avec un ancrage une association nationale avec plein d'antennes d'ancrage ultra-régional. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le mécénat pour te permettre, Anne-Claire, de nous expliquer justement, une fois qu'on a dit qu'il y avait une stratégie transversale, intégrée, avec une cohérence entre le modèle d'entreprise, la fondation, la politique RSE, aujourd'hui, comment ça se traduit? Quel philanthrope vous êtes chez Mirova et comment concrètement ce modèle très intégré, très ambitieux va se traduire pour les associations que vous soutenez? Oui, et je me dis qu'en fait, il y a une jonction et un point important, mais que je ne savais pas si je le disais dans la première ou du coup, je vais le dire dans la deuxième partie. C'est aussi effectivement, nous, on n'est pas n'importe quel fonds de dotation, enfin, fondation pour aller plus vite, mais fonds de dotation d'entreprise. Comme vous l'avez compris, il y a déjà un ADN d'engagement très fort chez Mirova, que comme l'a bien expliqué Jean-Christophe, nous, notre métier, c'est aussi de faire de l'investissement et de l'investissement impact, et y compris aussi d'investir dans l'économie sociale et solidaire. Assez logiquement, il y a eu un lien aussi qui s'est construit sur comment est-ce que on est investisseur à impact. En tout cas, moi, je suis arrivée, j'ai vraiment rejoint Mirova pour créer le fonds de dotation. Et donc, ma question que je me suis posée, c'est on est investisseur à impact, c'est ça le métier de l'entreprise. Comment on fait du lien pour se dire comment on peut faire de la philanthropie à impact et de la philanthropie qui a du sens. Et le point peut-être que je voulais mentionner pour faire le lien aussi avec l'intervention de Jean-Christophe et du coup sur ce lien aussi entreprise et philanthropie qui permet nous de décliner ensuite notre action en tant que fonds de dotation, c'est aussi toute cette notion de partage de la valeur que j'ai expliqué rapidement dans nos objectifs de mission. Mais nous, il y a quand même un mécanisme aussi assez important. On s'est aussi posé la question de comment redistribuer. Donc, il y a ces 0,5% que j'ai mentionné qui est l'entreprise reverse une partie de son résultat annuel au fonds de dotation. On a eu aussi une dotation initiale qui a permis la création du fonds de dotation de 4 millions d'euros. Mais à ça, vous rajoutez, c'est ce qui nous permet en gros d'avoir un budget d'à peu près 2,5 millions, 3 millions d'euros par an. Un peu comme cette idée du mécanisme, nous on n'a pas fait des fonds de partage, mais ça pour le coup c'est vraiment venu des équipes de Mirova. Ça a coïncidé plus ou moins avec la création du fonds de dotation, mais c'était 1 à 2 ans avant. Nous on a plusieurs fonds, donc on en a 3 aujourd'hui, nos fonds de transition écologique qui sont plutôt sur la partie ce qu'on appelle private asset, donc ce qui investit dans les solutions que j'ai mentionnées au début, et des fonds cotés en bourse là sur les fonds solidaires qui sont des fonds qui vont aller investir à la fois dans des projets d'économie sociale et solidaire et dans des entreprises sur les marchés. Et on a un fonds qui s'appelle Women Leaders and Diversity qui là va plutôt aller investir dans des entreprises qui ont les meilleures pratiques en termes de parité et d'égalité hommes-femmes. Et donc ces 3 fonds-là ont mis en place ce qu'on appelle un mécanisme d'impact et de redistribution de frais de gestion. Donc nous, on est une société de gestion en investisseurs. On a des investisseurs ou des clients qui nous confient leur argent pour aller investir et donc on prélève, Mirova prélève des frais de gestion. Et donc là-dessus, en fait, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour qu'une partie de ces frais de gestion qui est prélevée par Mirova sur les fonds soit reversée au fonds de dotation. Et donc finalement, ça permet plusieurs choses. Déjà, ça permet de financer notre action philanthropique, mais ça permet aussi, de manière plus ou moins directe ou indirecte, d'engager aussi les investisseurs qui sont les clients de Mirova en disant vous voyez, en faisant le choix d'aller investir sur tel fonds, vous allez déjà avoir un impact à travers les fonds qui sont financés par Mirova, mais du coup aussi à travers ça, vous allez pouvoir, grâce à notre fonds de dotation, pouvoir aller financer des projets associatifs. Et donc, bien entendu, ça, on le fait aussi de manière cohérente avec nos fonds. Si je prends l'exemple de nos fonds solidaires, on va, grâce à ces fonds-là, aller soutenir via la fondation des projets d'insertion par l'activité économique et via l'emploi. Si je prends nos fonds de transition énergétique, nous, on investit beaucoup via les fonds chez Mirova sur les enjeux de mobilité, de transition énergétique, d'énergie renouvelable, mais en revanche, tout le volet social
de la transition énergétique. Par exemple, lutte contre la précarité énergétique, c'est pas du tout des sujets qu'on va pouvoir aller toucher via nos fonds d'investissement, et c'est là où la philanthropie va pouvoir intervenir. Et donc c'est vraiment comme ça déjà que on va dire on a construit notre approche, parce qu'on avait cette volonté d'être cohérent et complémentaire et pouvoir aller adresser via la philanthropie les enjeux qu'on va pas pouvoir aller adresser via nos fonds d'investissement, mais sur lequel on a de l'argent qui remonte du coup sur le fonds de dotation. Et donc concrètement, peut-être pour vous expliquer comment on a aussi pensé notre action, c'est que j'aurais eu plein de choses à réagir sur le questionnaire que tu as présenté en début de panel, Sandrine, parce que bien entendu, nous, ça nous parle. Moi, j'ai eu la chance aussi d'être accueillie par le Philanthrolab quand je suis arrivée chez Mirova. Moi, je venais plutôt du milieu, pour le coup, de l'investissement impact et pas du tout de la philanthropie. Et donc, j'ai voulu aussi comprendre, me former, et on a la chance au Philanthrolab d'avoir un programme d'incubation pour philanthropes. Et en fait, moi, au-delà du fait que sur tout ce que ça m'a appris pour comment bien faire mon métier de directrice générale de fonds de dotation, surtout, ça m'a permis une chose essentielle, ça m'a permis de rencontrer des associations et de comprendre en fait quelles étaient vos problématiques et vos besoins. Et bien entendu, tous les enjeux que tu as fait remonter, Sandrine, moi, me sont déjà remontés il y a 5 ans. Et donc, c'est moi aussi, là-dessus, je me suis basée en fait pour proposer à mon conseil d'administration quelle allait être la ligne en fait de notre fonds de dotation, comment on allait construire notre action et notre stratégie philanthropique. Et donc, assez naturellement, je me suis dit en fait le problème principal des associations, c'est manque de visibilité, financement one shot annuel quand effectivement, c'est reconduit, c'est pas toujours visible sur la durée. Donc nous, dès le démarrage, on a fait du pluriannuel sur 3 ans. Et là, aujourd'hui, j'ai même pu embarquer mon conseil d'administration depuis fin 2025 pour faire des renouvellements sur 6 ans. Donc ça, c'est déjà un point important. Ça veut aussi dire que nous, en tant que mécènes, c'est aussi des choix difficiles, parce que sur mon budget de 2,5 millions d'euros l'année dernière, on a financé que 15 à 20 projets. Donc pour nous aussi, c'est difficile, parce qu'en fait, on passe notre temps à dire non. On finance plein de super projets, on est hyper heureux de pouvoir et fiers de pouvoir les accompagner, mais c'est aussi très difficile parce que on refuse du coup beaucoup de très beaux projets. Mais donc ça, c'est un vrai choix, et je suis convaincue que c'est la direction vers laquelle il faut aller, donc d'accepter ce pluriannuel, d'accepter aussi donc d'avoir des montants structurants. On essaye de trouver le bon équilibre entre intervenir à un moment charnière structurant sans créer non plus de dépendance. Et là, je vois aussi des amis mécènes. On a aussi cette envie de collaborer, de faire collectif avec d'autres fondations pour se dire aussi comment est-ce que tu peux prendre la suite, ou moi j'interviens à tel moment, et donc se parler aussi entre fondations. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis enfin, le troisième volet qui remontait aussi de ce que tu disais, c'est financer les associations pour ce qu'elles sont, et donc accepter cette notion de libre affectation du don, financer des coûts de structure. Et donc moi, je le répète toujours, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où va notre argent, mais ça veut dire que du coup, c'est vous, les associations, qui savez où vous avez besoin de mettre votre argent. Si ça doit aller sur du projet, très bien, ça ira sur du projet, mais si vous avez besoin que notre soutien permette de financer des ETP, du temps de salariés pour que ces projets existent, des locaux, quoi que sais-je encore, en tout cas, ça, on l'accepte. Mais du coup, ça aussi, c'est possible parce qu'il y a cette notion de temps long. Ça veut dire qu'il y a une vraie relation de confiance de partenaire qui se crée, et donc ça forcément c'est possible parce que on se connaît, on peut se parler, on sait où va l'argent. Et puis enfin, pour terminer, nous on a toute cette question de l'accompagnement extra-financier, et finalement on en parlait avec Sandrine dans la préparation. Nous on a fait, d'autres, comme la Fondation Alpha Omega, ont été pionniers pour ouvrir cette notion de venture philanthropie. Comment on implique les principes du capital investissement à la philanthropie. Donc cette notion de temps long, d'accompagnement structurant, mais aussi de développement pour faire grandir l'association. Et en fait, nous, on s'est pas posé la question, ça aurait pu être assez logique dès le démarrage de se dire on est un acteur financier, une société de gestion, on va aller faire ça. Mais finalement, ça a été plutôt cette croisée de rencontres grâce au Philanthrolab dans l'écosystème, de parler avec des associations pour comprendre où est-ce qu'on serait le plus utile, encore une fois de se poser la question de quel type de mécène on veut être, quel type de mécénat on veut pouvoir porter en cohérence avec notre métier d'investisseur à impact et ce statut d'entreprise à mission qui engage Mirova. Et donc finalement, ça nous a guidés vers cette approche de venture philanthropie qui, en plus, moi, quand même, à mon conseil d'administration, j'ai des financiers. Donc, même si j'ai la chance d'avoir des gens qui sont engagés, on parle quand même à des financiers. Et donc, ça a été un moyen, finalement, de reconnecter aussi et de parler aussi un langage commun, parce que dans l'univers de l'investissement, parler du non lucratif, même dans l'univers de l'investissement impact, parfois, il peut y avoir quand même du décalage.
et pour autant faire comprendre aussi que les associations sont des acteurs sérieux et que même si on fait du don et qu'on n'attend pas de retour sur investissement, contrairement à notre métier d'investisseur, on n'est pas juste en train de faire du don sympathique à des associations qui aident comme ça sur le côté, et que non, en fait, faire aussi votre métier en tant qu'association, c'est aussi un travail qui est sérieux, qui est engageant, et donc cette notion de venture philanthropie, ça nous a aussi permis, nous, de reconnecter les deux, se dire, on est un investisseur engagé, on veut être un philanthrope, ou en tout cas on essaye engagé, et donc ça nous a permis aussi de se dire on va aller sur du temps long, sur de l'investissement, plutôt de l'engagement financier pluriannuel, sur de la philanthropie, de la confiance, et pour autant aussi mettre en place tout un volet d'accompagnement extra-financier qui va se retranscrire soit sur du mécénat de compétences qu'on va vraiment mobiliser, mais aussi beaucoup sur du partenariat qu'on va pouvoir mettre en place avec d'autres acteurs pour accompagner le développement de compétences des associations. J'ai une rapide petite question. Quand je croise ce qui ressortait de notre petite enquête entre les fragilités identifiées, dans la liste, il y avait les tensions de trésorerie. Je pense que beaucoup d'associations ont des sujets de trésorerie. Et dans les attentes, il y avait notamment, par exemple, des prêts à taux zéro. Est-ce que c'est quelque chose, vous, en tant que mécène, que vous pourriez faire, un prêt à taux zéro pour soulager des difficultés de trésorerie à court ou moyen terme ? Alors effectivement, cet enjeu de gestion de la trésorerie revient beaucoup. Nous, on le fait pas, mais je me questionne aussi sur cet enjeu-là, et je pense que c'est important que les fondations, je pense qu'il y a une vraie question de posture aussi, et de changer aussi cette approche-là. En revanche, ce qu'on fait, mais c'est aussi très lié à notre positionnement dans l'écosystème de l'économie sociale et solidaire, Mirova Foundation est le principal mécène privé de France Active, qui est vraiment un des acteurs clés sur les enjeux d'économie sociale et solidaire. Et on a deux choses qui répondent quand même un peu à ces questions. Donc c'est une manière directe ou indirecte pour nous d'accompagner les associations. Déjà, les associations qui sont accompagnées par notre fonds de dotation bénéficient d'un accompagnement gratuit pro bono de France Active, dont c'est le métier d'accompagner les associations, et notamment sur cette question du pilotage de la gestion de la trésorerie. Et puis, sur la question des prêts, là, je pense notamment à différentes initiatives du secteur qui vont être mises en place, y compris par France Active, pour répondre à des besoins aussi d'urgence et de transition. Quand vous attendez une subvention qui met du temps à arriver, ça peut créer des trous de trésorerie. Et donc là, effectivement, c'est plutôt des acteurs comme France Active qui vont pouvoir intervenir là-dessus. Et donc pour nous, on le fait pas directement, mais être mécène d'une structure comme France Active, dont ça va être le métier de proposer des prêts, des mécanismes de financement à travers la finance solidaire aux associations, du coup pour nous c'est aussi un moyen de manière du coup plus ou moins directe d'apporter cette réponse-là aux associations. Merci beaucoup. Pour la dernière partie de cette table ronde, donc on a parlé de différents canaux et formes d'engagement, donc de l'entreprise à mission à la fondation actionnaire, les fonds solidaires, la finance durable, ou la façon dont on peut être un mécène engagé, et, que ce soit par la venture philanthropie ou par une approche intégrée. Quand on est philanthrope ou entreprise et qu'on se pose la question de faire du mécénat un peu autrement et de dépasser le mécénat classique, il y a une autre voie dont tu vas nous parler, Luna, qui est le mécénat collectif. Alors il y avait une forme de mouvement et de collectif avec le One Person for the Planet, mais là tu vas nous parler d'une autre forme de mécénat collectif. Merci beaucoup Sandrine. Alors c'est pas parce que tu me fais parler en dernier que ma solution est plus miraculeuse que les autres, loin s'en faut. Néanmoins, c'est extrêmement intéressant de pouvoir adresser ce sujet-là aujourd'hui, tout simplement parce qu'à l'échelle des mécènes, c'est souvent un premier pas qui doit être fait et qui peut être fait assez facilement. Ce qui est intéressant aussi quand on évoque le mécénat collectif, c'est qu'il y a un paradoxe qui saute aux yeux, tout simplement, qui est un paradoxe assez partagé quand on parle de collectif. C'est, a priori, on est tous assez d'accord sur le fait que le faire ensemble, c'est vertueux. Mais ensuite, quand on regarde un peu plus du côté de la mise en œuvre, et là, tout de suite, aligner les visions, partager la décision,
On en parlait aussi, articuler des temporalités qui sont différentes entre les structures, articuler voilà, des contraintes aussi qui sont pas les mêmes. Bah là, tout de suite, on sent bien les points de frottement, les points de blocage. Et c'est finalement dans cette tension-là que s'inscrit aujourd'hui le mécénat collectif. Et c'est pour ça, au sein des entreprises pour la cité, qu'on a souhaité adresser le sujet dès 2023, hein, parce qu'on a bien senti que c'était un sujet émergent. Donc on a pu, voilà, ça a pu faire l'objet de cycles, ça a pu faire l'objet de publications aussi que vous retrouverez sur notre site pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Et c'est évidemment pas un hasard si on en a fait le fil rouge du panorama des fonds et fondations en 2024, édition donc panorama qu'on publie avec EY et le Centre français des fonds et fondations. Et on a vraiment eu envie aussi de pouvoir apporter un éclairage un peu plus concret et avoir de la data pour comprendre concrètement ce qu'est le mécénat collectif. Je vous propose qu'on démarre déjà sur un petit élément de définition parce que c'est pas toujours aussi évident pour tout le monde. Mécénat collectif, on n'est pas seulement sur du cofinancement de projets. Ça va beaucoup plus loin. La philosophie derrière, elle est plus impliquante et notamment elle conjugue 3 grandes dimensions. La première, c'est la question de l'alignement des visions autour de l'intérêt général, autour de la problématique qu'on va souhaiter adresser. Ensuite, ça implique forcément une forme de cogestion du projet et bien sûr une forme de gouvernance partagée. Vous voyez bien qu'on est sur un dispositif qui est en tout cas beaucoup plus intégré et donc tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont quelques données issues du panorama et vous le voyez, 2024, on a 40% des fonds et fondations qui nous indiquent avoir déjà pris part à des initiatives de mécénat collectif. C'est chouette, c'est bien. Plus de points, d'ailleurs, entre 2022 et 2024. Mais voilà, c'est encore très timide et vous voyez bien en creux le potentiel assez immense de développement. Ce qui est extrêmement intéressant aussi à vous dire dans le mécénat collectif, c'est qu'on se rend compte qu'il y a souvent 2 portes d'entrée. La plus usitée, ça va être celle du territoire. Et peut-être qu'un exemple assez intéressant qui va vraiment catalyser ce double enjeu du faire ensemble et du faire territoire, ce sont tout ce qui va être autour des fondations territoriales. Vous en connaissez sûrement beaucoup, la Fondation territoriale de la Vienne, la Fondation 44 de Loire-Atlantique, la Fondation des Lumières. C'est vraiment des fondations qui vont chercher à avoir tout un écosystème autour d'elles pour adresser de manière plus fine les problématiques du territoire. Donc on est vraiment là-dessus. Et autre chiffre à l'écran, au niveau des mécènes entreprises et donc fondations, vous le voyez, 34% aujourd'hui font partie d'un collectif de mécènes à cette échelle-là. Donc c'est évidemment pas anodin comme porte d'entrée. Et puis, autre porte d'entrée, on en parlait juste avant, c'est la question de la cause. Et aujourd'hui, on a des alliances de mécènes qui se créent autour de causes extrêmement variées. Vous avez par exemple les Petites Pierres, qui est un fonds de dotation qui va adresser la cause du mal logement. On peut penser au fonds pour la démocratie, donc sur des enjeux un peu plus macro, un peu plus structurants. On peut penser aussi au fonds pour l'arbre, voilà, sur des enjeux aussi environnementaux, biodiversité. Donc c'est extrêmement intéressant. Je rejoins quand même l'angle mort autour des questions de est-ce qu'il y a des causes qui risquent forcément d'être un peu oubliées? Est-ce qu'on aura envie de s'allier sur la question des prisons tous ensemble? Est-ce qu'on aura envie de s'allier sur la question par exemple du vieillissement? Voilà, ça reste aussi des angles morts extrêmement importants à aller regarder et adresser. Autre aspect quand on parle de mécénat collectif, c'est cette fois-ci la configuration, c'est-à-dire de manière concrète, comment est-ce que ça se configure. Et alors là, il y a plusieurs options et c'est un message clé aussi qui est extrêmement important. Le mécénat collectif n'est pas réservé aux grandes entreprises. Le mécénat collectif, c'est pas forcément réservé aux entreprises qui sont les plus matures aujourd'hui en termes de stratégie philanthropique, tout simplement parce qu'en fait, il y a plein de manières de faire. La première, on va dire que c'est les formats les plus souples. On va faire un partenariat, une convention. C'est par exemple le cas quand des entreprises s'allient autour d'un appel à projet collectif. On fait un partenariat, on est plutôt sur une logique d'action ponctuelle. Je crois que Mirova, vous l'avez fait justement sur les enjeux énergétiques. Donc voilà, ça c'est déjà une initiative d'alliance de mécènes à 2, à plusieurs. On va dire que la quintessence du mécénat collectif, c'est quand on va créer une structure ad hoc
une structure dédiée qui va vraiment porter le combat philanthropique collectif. Donc, je vous le disais, par exemple, le fonds Les Petites Pierres, qui est une initiative qui de base a émané de la fondation Somfy. Aujourd'hui, c'est un fonds de dotation en propre. On a des exemples extrêmement variés. Ça peut être des fonds de dotation, d'ailleurs, ça peut être des fondations, ça peut même être sous le statut associatif. Et voilà, là, on va vraiment au bout des choses. Et il y a une troisième voie, et finalement, qui était aussi la voie d'Antoine ce matin, et qui est peut-être celle qui est un peu moins forcément celle à laquelle on pense au premier abord. Ça va être le fait d'aller se tourner vers des facilitateurs d'engagement. Et il y a ça aussi dans l'engagement collectif. One Person for the Planet, c'est justement un facilitateur d'engagement collectif, mais on peut aller, voilà, il y en a plein d'autres. Je pense par exemple au dispositif de Break Poverty Foundation, la DAT, dotation d'action territoriale. On est dans du mécénat collectif. L'entreprise des possibles à Lyon, qui aujourd'hui a aussi beaucoup essaimé sur le territoire, on est en tout cas sur des initiatives qui catalysent ça et c'est extrêmement intéressant. Bon, je pense que les raisons, vous les intuitionnez assez évidemment. Pourquoi est-ce qu'on s'implique aujourd'hui dans un mécénat collectif? Quelles sont finalement voilà, les promesses qu'il y a en creux quand on le regarde en comparaison d'un mécénat plus classique, plus traditionnel? Sans surprise, la première raison invoquée, c'est la recherche d'impact. Pour 80% des mécènes, faire ensemble, ça permet d'aller plus vite. Bon, pas toujours au début, mais en tout cas, ensuite, l'idée, c'est vraiment d'aller plus vite, en tout cas, au moins plus loin, de faire mieux, tous ensemble. J'ai l'impression de faire une devise Fort Boyard, mais vous avez compris, vous avez compris l'idée. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a un effet levier absolument fondamental dans le mécénat collectif qui va permettre de démultiplier l'impact. Et ça, c'est extrêmement bien documenté, notamment aux États-Unis, où il y a un peu plus d'avance sur nous que sur nous en France, où on voit cet effet levier assez fondamental. Autre aspect, évidemment, gain d'expérience, 63% des mécènes l'invoquent, gain d'expérience parce qu'en fait, le mécénat collectif, c'est un formidable terrain de jeu. On peut expérimenter des solutions, on peut expérimenter aussi concrètement ce qu'est la coopération. On peut voilà tester des choses et surtout à l'échelle d'un mécène, c'est aussi le moyen ensuite d'irriguer ça dans ses pratiques plus individuelles. Donc ça, l'apprentissage, l'expérience, c'est extrêmement important. Et puis voilà, évidemment, renforcement des liens avec son écosystème sectoriel ou territorial. Voilà, ça pose aussi la question de la place de l'entreprise dans son écosystème plus général. Une fois qu'on a dit ça, on n'est pas en train de vous dire que tout est beau, tout est rose dans le merveilleux monde du mécénat collectif. Il y a évidemment des freins structurels, des freins opérationnels. Le premier évoqué, c'est la question de la complexité aujourd'hui du fonctionnement. Vous l'avez compris, on est dans une alliance, on est plusieurs. C'est complexe, ça veut forcément dire plusieurs parties prenantes, des décisions qui sont pas forcément toujours évidentes à prendre, donc ça ressort en numéro 1. On a la question du manque aujourd'hui de moyens, que ce soit humains ou financiers, qui voilà, freinent aussi les ambitions de certains mécènes, et puis la complexité de la décision stratégique, la complexité de la gouvernance. Voilà, autre aspect aussi mis en exergue, en tout cas dans notre étude. Ce qui est intéressant, c'est de mettre ça aussi en parallèle avec quelques repères, quelques points clés, d'ailleurs que vous retrouverez aussi on a créé au sein des LEPC un guide de l'explorateur du mécénat collectif pour aussi donner les clés, donner les ressources aux entreprises, un petit pas à pas sur comment se lancer. Et ces freins-là, ça nous permet aussi de nous poser des questions assez structurantes quand on est mécène. La première, c'est la question de l'alignement aujourd'hui, de la vision. C'est-à-dire se demander de manière très concrète, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait collectif? Quelle est la valeur ajoutée spécifique qu'on va vouloir vraiment adresser en tant que mécène, en tant que collectif? Et puis surtout, à quels besoins identifiés on répond? A priori, si vous n'avez pas un début de réponse sur ces 3 questions, vous allez un petit peu droit dans le mur. Autre aspect sur le manque de moyens humains et financiers, on en parlait, c'est évidemment très important de savoir dès le départ finalement quels seront les moyens, les compétences aussi bien d'un point de vue financier et humain qu'on va pouvoir déployer et surtout penser à l'animation du collectif. C'est souvent un petit peu mis de côté, mais très clairement un collectif, s'il n'y a pas quelqu'un qui l'organise, qui le pilote au quotidien,
ça peut pas marcher sur la durée. Donc voilà, avoir quelqu'un un peu en tant que structure backbone, c'est absolument essentiel. Et puis dernier élément, la question des rôles et des responsabilités. Qui contribue, qui pilote, qui décide. Dites-vous qu'on sépare la question de la co-gestion de la co-construction. C'est pas parce que tous les mécènes participent à la co-construction du projet que tout le monde doit forcément décider. Donc ça, dès le départ, avoir vraiment aussi un questionnement autour de qui fait quoi, jusqu'où on va dans cette gouvernance partagée, et le mettre par écrit à travers une charte, par exemple, c'est évidemment une bonne pratique qu'on recommande fortement. Si tu me le permets, Sandrine, je voudrais juste finir sur une idée clé, et j'ai l'impression que c'est finalement le propos de tous les panélistes aujourd'hui, et c'est totalement vrai aussi pour le mécénat collectif, c'est que ça interroge en creux la place que souhaitent avoir les entreprises aujourd'hui dans la société, dans la cité, avec un grand C. Et ça, c'est aussi un questionnement autour de quel récit collectif on souhaite mettre en mouvement, à quel récit, à quel narratif on a envie aujourd'hui de contribuer. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le mécénat collectif, c'est qu'on n'est pas juste dans un outil philanthropique, on est vraiment dans un cadre qui va permettre aux entreprises de repenser leur contribution à l'intérêt général. Pourquoi ? Tout simplement parce que le changement de posture, il est inévitable et il est même souhaitable. Dans le mécénat collectif, on va passer du je, J-E, au nous. Déjà, pour les mécènes, c'est accepter peut-être forcément de partager la décision, de partager aussi la visibilité, voire parfois carrément y renoncer, ou en tout cas voilà, savoir que on n'est plus sur le devant de la scène. Voilà, c'est vraiment faire ces choix qui sont extrêmement structurants. C'est aussi renoncer à une part de contrôle pour aller vers les fameux mots-clés que vous, association, vous appelez de vos voeux. La question de la co-construction, la question de la confiance. C'est ça, avant tout, aujourd'hui, la posture du mécénat collectif. Et je pense que c'est extrêmement vertueux au vu de ce qu'on traverse tous ensemble, en collectif encore plus macro, à l'échelle philanthropique. Et je terminerai par un petit adage du secteur qui me paraît assez bien collé à ce qu'est le mécénat collectif et sa promesse peut-être la plus forte. Le mécénat collectif, c'est aussi un moyen de passer des dépendances subies aux interdépendances choisies. Et c'est peut-être voilà, ce qu'il faut aussi mettre en mouvement aujourd'hui collectivement. Merci beaucoup Luna, c'est très clair et très intéressant, et justement tu l'as dit, ça interroge aussi une question de vision, quelle entreprise on veut être, quelle place on veut prendre. Avant de conclure et pendant que le micro va circuler pour vous permettre de poser vos questions, je vais peut-être proposer à chacune de nos invités, si vous aviez un vœu, une recommandation en tant qu'entreprise ou à partager aux entreprises pour justement renforcer cette interdépendance et cette cohérence surtout entre le modèle, l'activité de l'entreprise et le soutien et l'impact qu'ils peuvent avoir sur le secteur de la solidarité, ce serait quoi ? La petite question piège, et on va prendre ensuite vos questions. On l'avait pas cette question avant. Moi, je vais dire un mot et je vais essayer de pas l'écorcher. C'est pour ça que je vais prendre mes notes, parce que j'ai rencontré une personne, une ancienne incubée du Philanthrolab, qui a dit une citation extrêmement intéressante, qui a publié sur LinkedIn. D'ailleurs, je pensais pas la voir, je vais la citer, c'est Dunia. La faillite de nos associations, c'est la dette sociale de demain. Donc, en fait, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est comment je pérennise le système associatif sur lequel parfois on a tendance à l'oublier. On est très dépendant au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, elles sont variées, on a tous essayé d'amener une pierre à l'édifice, c'est des solutions qui marchent. Après, l'enjeu et le challenge, et c'est aussi pour ça qu'on a du travail, c'est comment on arrive à les faire passer à l'échelle. Alors, je ne vais pas avoir de citation à vous donner, mais je pense que pour ma part, ce serait un enjeu de cohérence. Cohérence entre ce que l'entreprise fait et produit, la façon dont elle crée de la valeur et la façon dont elle la partage. Je pense qu'on ne peut pas être très généreux d'un côté et ne pas se questionner sur la façon et qui on est et comment on produit, quelle utilité on a pour la société. Ce serait peut-être ce que je dirais en mot de conclusion.
Et moi, j'aurais peut-être 2 sujets. Le premier, c'est quand vous avez déjà un outil philanthropique dans l'entreprise, du coup, se questionner, peut-être accepter aussi de remettre à plat un peu sa vision et sa stratégie, notamment dans le contexte actuel, et donc se dire ce que la personne de Caudalie aussi a dit, aussi embarquer pour se questionner, pour se dire nous, c'est vrai qu'on s'engage sur la durée, mais en fait, on est conscient que c'est compliqué pour les associations de ne pas avoir de visibilité, donc vraiment se re-questionner sur sa pratique philanthropique et oser se questionner aussi peut-être sur faire différemment, sur cette question du pluriannuel, d'accepter de financer les coûts de structure, ça je pense que c'est essentiel. Et le deuxième pendant pour moi, qui est vraiment quelque chose que j'essaye de porter dans l'écosystème, c'est qu'il y a moins de 10% des entreprises aujourd'hui qui donnent pour le mécénat. Et donc ça veut dire qu'il y a 90% d'entreprises qui demain pourraient donner pour le mécénat. Et donc ça, je pense que c'est quand même l'enjeu important. Et donc ça veut dire que même si vous n'avez pas l'envie, la capacité aujourd'hui de créer une fondation, d'avoir des moyens humains dédiés pour animer cette fondation, il y a plein de super façons de le faire. Le 1% en est un très bon exemple. Mais en tout cas, pour moi, le deuxième enjeu, c'est ça aussi, c'est mobiliser plus d'argent pour le secteur associatif. Et on voit en réalité, contrairement à tout ce qu'on peut se dire, et les exemples des mécanismes de partage en sont, il y a encore des solutions possibles. Il n'y a pas juste des restrictions à l'œuvre, il y a aussi des possibilités de trouver de l'argent de manière finalement pas si compliquée et qui pourrait être utile pour tout le monde, parce qu'on voit aussi tous les bénéfices aussi que l'entreprise peut en retirer à l'égard de ses clients, de ses parties prenantes, pour les salariés en interne qui ont aussi une demande aussi d'alignement et de cohérence aussi dans leur métier au quotidien. Donc voilà, il y a plein de manières en tout cas de faire. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, Anne-Claire, tout à l'heure, je crois que c'est absolument fondamental de pouvoir échanger entre pairs. Justement, aujourd'hui, le secteur associatif est en souffrance et nous, en tout cas au sein des entreprises pour la cité, on le voit, les entreprises et les fondations se questionnent, sont parfois aussi un peu paralysées face à cet afflux, par exemple, dans les appels à projets, une certaine qui passe de 200 projets à 500 candidatures. Enfin, c'est vraiment exponentiel et vraiment avoir ces espaces-là pour échanger autour des bonnes pratiques, autour des solutions. Voilà, aujourd'hui, être un mécène, c'est aussi se questionner à plusieurs, sans même parler de mécénat collectif, mais avoir en tout cas ces espaces et ces temps pour être aussi dans des pratiques qui soient plus vertueuses et qui puissent vraiment soutenir le secteur associatif. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on applaudisse nos intervenants. Voilà, je me joins aux remerciements qu'Olivia a émis en introduction de cette matinée, donc pour Antoine, Angélique qui a dû partir, et pour vous quatre, je vous propose de passer le micro dans la salle s'il y a des questions, des réactions, des commentaires. Désolée, je suis derrière le poteau. Bonjour, merci beaucoup. C'était franchement rafraîchissant et je pense agréable d'être dans quelque chose qui est de la possibilité plus que de la fatalité, qui est un petit peu l'ambiance du moment pour nous. C'était intéressant d'entendre toutes ces logiques d'investissement. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je maîtrise et donc forcément, moi, je pense aussi à retour sur investissement et rentabilité. Et c'est vrai que c'est un nouveau paradigme, je pense aussi pour nous, les associations, de commencer à réfléchir dans ces termes-là. Je me questionne très concrètement, donc je travaille pour une association qui s'appelle Nightline. On accompagne les jeunes sur les questions de santé mentale qui sont à la fois c'est un enjeu très actuel, très important, mais qui a des causes et des conséquences très diverses, que ça aille de l'éco-anxiété à la précarité, à l'accès aux soins, au décrochage scolaire. Et donc du coup, en termes d'imputabilité de notre action, c'est assez compliqué à prouver. Enfin, je réfléchis beaucoup à des approches dans nos mesures d'impact, de coûts évités, combien d'euros c'est évité, je sais pas, pour l'hôpital, notamment, enfin sur le décrochage scolaire. Mais dans un monde de plus en plus complexe, avec des problèmes de plus en plus complexes, des solutions de plus en plus complexes, comment est-ce qu'on arrive à prouver dans cette logique de rentabilité vraiment concrètement l'impact de nos actions qui sont peut-être très difficiles à isoler de quelque chose qui est beaucoup plus écosystémique. Voilà ma question, je ne sais pas si c'est clair. Vaste question, on aurait besoin d'encore 2 heures de discussion. Peut-être pour tenter une réponse là-dessus. Pour le coup,
moi qui viens vraiment d'une entreprise où cette notion de rentabilité, de retour sur investissement est très présente, je me suis vraiment attachée avec notre conseil d'administration, qui en gros est le COMEX de Mirova, à vraiment distinguer en fait les deux, de faire comprendre que ça, en fait, le retour sur investissement, c'est ce que vous cherchez chez Mirova. C'est pas ce qu'on va chercher sur la partie philanthropie où on est de l'ordre de l'intérêt général, et bien sûr qu'on va aller chercher de l'impact. Mais alors moi, pour le coup, j'ai vraiment essayé de décorréler les deux. En se disant qu'on est vraiment sur cette notion du don au profit de l'intérêt général. Bien entendu qu'effectivement, il y a toujours cette question de comment on mesure l'impact des actions, et ça, c'est toujours quelque chose qui est aussi difficile, et donc bien entendu que pour vous, je suis consciente que c'est aussi nouveau, mais tout ce que vous pouvez faire effectivement pour, notamment sur cette question des coûts évités, je pense que ça c'est des questions qui sont importantes. Mais pour moi, il y a peut-être aussi un besoin de, ça rejoint cette question du collectif en fait. Ça, on touche quand même à des questions qui sont beaucoup plus larges, de repenser peut-être effectivement l'approche et comment on explique en fait l'utilité sociale des associations. Et donc ça, vous pouvez pas le faire tout seul dans votre coin, parce que finalement, bien sûr que vous, sur votre association, vous allez avoir des enjeux spécifiques, mais pour moi, ça demande du coup de repenser aussi collectivement au niveau de la société le rôle et l'utilité sociale des associations aujourd'hui, et la complémentarité qu'elles peuvent avoir avec le monde économique et financier. Donc j'apporte pas vraiment une réponse à cette question qui est très large, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est important et essentiel, et que sans doute là-dessus, il y aurait un travail intéressant à faire entre associations, mais aussi entre mécènes. Encore une fois, nous, c'est des questions qu'on peut se poser entre mécènes, mais je pense que l'important, c'est d'avoir des espaces entre mécènes pour se questionner, entre associations, mais aussi à un moment donné, se parler entre mécènes et associations, pour que justement on puisse se dire qu'est-ce qu'on va aller questionner, quels sont les indicateurs qu'on va peut-être essayer de faire remonter. Et peut-être juste pour terminer, nous par exemple, vous voyez, moi on s'est beaucoup questionné sur le fait d'aller soutenir d'un point de vue extra-financier la mesure d'impact des associations, et du coup d'apporter en fait du soutien pour aller mesurer ça. Pour l'instant on l'a pas fait, parce qu'en fait je trouve ça très complexe, parce qu'on a aussi eu des retours d'associations de dire en fait nous apporter une formation avec un super cabinet qui va nous former à la mesure d'impact, mais en fait pouf, après une fois que la formation a eu lieu, on est laissé un peu tout seul, et en fait on sait pas forcément par quel bout il faut aller prendre les indicateurs. On s'est rendu compte que c'était en fait très complexe. Donc ça veut pas dire qu'on va y aller, mais pour l'instant on l'a un peu mis en stand-by, parce que je trouve que ça touche en fait des sujets qui sont quand même très profonds et très complexes à adresser. Un mini complément, en fait, c'est pas à vous de mesurer l'impact. Dites ce que vous faites, et normalement pour vos mécènes, ils le verront instantanément. Moi, j'ai 2 cas que je voulais citer très rapidement. Je vais vous parler par exemple des cancers pédiatriques. Je ne sais pas si vous connaissez Imagine for Margot. Je vais vous parler des cancers pédiatriques, puisqu'il n'y a personne qui est insensible quand il voit un enfant qui fait 80 cm, qui a une perfusion de 2 mètres au-dessus de lui, qui est chauve, qui va être indifférent à cette thématique-là. Pourtant, ce n'est pas économiquement rentable pour les laboratoires, parce que c'est des maladies rares. Donc, il n'y a pas d'économie derrière. Et pourtant, le financement que vous faites, Imagine for Margot, ils ont 15 ans, il y a des cancers qui étaient jugés comme incurables il y a 8 ans, qui sont soignables aujourd'hui. Donc, c'est pas juste pour donner de l'espoir aux parents, c'est des solutions derrière. Donc, leur impact, il est réel. Pourtant, ils savent pas le montrer. Un autre exemple, on se souvient tous un peu de la période Covid, le moment où à 20h, on appelait 17, où les soignants, on se réunissait, etc. Vous avez la Fondation Pasteur. Donc, Pasteur a découvert le vaccin contre la rage, mais il faut savoir que l'ARN messager, qui a été à la base du vaccin contre le coronavirus, sur lequel vous avez tous été vaccinés, quasiment ici dans la salle, et pour le coup, c'est Pasteur qui l'a mis au point. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces financeurs, eux, Pasteur, ils ont partagé leur recherche. Les autres laboratoires qui investissent dans cette recherche ne le partagent pas dans cette vertu sociale. C'est dans des vertus économiques derrière. Donc, ayez en tête que la mesure d'impact, c'est pas à vous de la trouver. C'est hyper compliqué, tu l'as très bien dit. Il y a des spécialistes, et même en plus, il faut avouer que souvent on se trompe. Mais expliquez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, et vos mécènes vous suivront. Pardon.
En tout cas, nous, ce qu'on constate aussi sur le terrain des entreprises et des fondations qui font partie de notre réseau, c'est que il y a quelque temps encore, l'impact, c'était un peu l'alpha et l'oméga et c'était devenu la question qui cristallisait un peu tous les débats en philanthropie. On commence quand même un petit peu à revenir là-dessus. C'est important aussi de voir cette tendance-là de fond. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, l'ESSEC a organisé un faux procès de la mesure d'impact. Et alors, spoiler alert, elle a été acquittée, mais acquittée sous condition. Et ça montre bien aujourd'hui que, voilà, on y revient aussi un peu. Et très concrètement, les mécènes, voilà, voient aussi qu'il faut absolument être dans de la co-construction avec les associations et en fait partir d'elles, partir de ce qu'elles font. Et en fait, ça se construit à partir de là et pas d'indicateurs plaqués dont ils auraient, eux, besoin pour leur reporting et pour faire remonter ensuite à leur gouvernance. Donc, quand même, en tout cas, je sais pas si c'est un message d'espoir, mais c'est quand même ce qu'on constate de plus en plus, nous, c'est que le rapport et la posture évoluent et qu'aujourd'hui, voilà, on regarde aussi de plus en plus du côté du quali et plus seulement du quanti, et faire la preuve. Et puis sur les coévités, je crois qu'il y a une très chouette conférence, Sandrine, il y a pas très longtemps, qui peut aussi donner quelques billes dessus. Effectivement, vous avez le replay disponible sur le site ou sur le compte YouTube du Philanthrope. C'est une conférence qu'on a eu le plaisir d'organiser en novembre dernier. Je crois qu'il y avait une autre question. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. J'ai une question qui fait écho à ce que vous avez dit, Luna et Anne-Claire, en tant que mécène déjà engagé. Et face à ces 90% d'entreprises qui, pour l'instant, ne donnent pas, est-ce que vous pouvez jouer un rôle dans cette idée d'échange entre pairs, de sensibilisation et d'encouragement à l'engagement de toutes ces entreprises qui, pour l'instant, ne le font pas et dont on a besoin aujourd'hui puisque l'État se désengage et que vous pouvez clairement pas porter tous les besoins des associations aujourd'hui. Merci. J'y vais. Je t'en prie, je te laisse te lancer en premier. C'est une vaste question, un vaste sujet. Évidemment, en tant que tête de réseau au sein de LEPC, on n'est pas les seuls dans l'écosystème philanthropique. On est nombreux et évidemment que c'est vraiment un cheval de bataille de pouvoir aller avoir cette vocation de plaidoyer de bonnes pratiques, de montrer l'envers du décor. Je vous ai parlé du panorama des fonds et fondations. Typiquement, ça, c'est une étude qui permet de dresser un état des lieux de où en est le secteur et qui montre aussi tout le potentiel et tout ce que ça crée comme vertu à l'échelle philanthropique. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. On essaye évidemment de porter la bonne parole. Voilà, on a un peu nos bâtons de pèlerin et de convertir le maximum d'entreprises et de fondations, leur montrant qu'il y a des dispositifs très simples qui peuvent leur permettre de devenir mécènes. Mais voilà, le potentiel reste absolument immense et j'ai envie de dire, on a évidemment besoin de toutes les bonnes volontés et il y a aussi vraiment cette question de l'exemplarité. C'est-à-dire que, voilà, quand on voit que ça fonctionne, quand on voit tout ce qui se passe aussi à l'échelle des associations, à quel point ce qui s'y passe, c'est assez formidable. On le sait, c'est un vrai ciment de la société. Voilà, c'est aussi ce qui peut permettre de convertir et de faire effet boule de neige. En tout cas, on essaye au maximum de créer les conditions de la rencontre et d'outiller, d'inspirer les entreprises qui hésiteraient encore à rejoindre le mouvement. Et peut-être oui, pour compléter, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais en tout cas, moi, ça fait aussi partie de mes missions de vraiment faire du plaidoyer et un peu prendre aussi mon bâton de pèlerin pour essayer aussi dans l'écosystème d'aller convaincre. Et donc, concrètement, c'est intervenir. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être beaucoup d'associations, mais aller aussi intervenir dans des écosystèmes où on va plutôt s'adresser à des entreprises. Comme ce matin, c'est des choses que j'essaye de faire. On a beaucoup, en fait, là, depuis 1 an et demi, aussi créé des groupes un peu informels. Je vois la Fondation Crédit Mutuel qui est là aujourd'hui et c'est quand même des choses aussi qu'on essaye de faire entre fondations aussi, se parler, se questionner aussi nous-mêmes sur comment est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut embarquer d'autres entreprises, d'autres fondations à nos côtés. Donc ça, en fait, c'est aussi essentiel et je pense que ça repose quand même aussi beaucoup et on n'est pas assez nombreux, mais moi, je vois quand même un mouvement depuis 2-3 ans. Ça repose beaucoup quand même sur la posture et la volonté du dirigeant, en fait, côté fondation ou fonds de dotation et il y a quand même vraiment on est de plus en plus à vouloir porter ce message, donc il faut qu'on soit
soit de plus en plus nombreux pour pouvoir adresser ça. Et ensuite, ça va être à travers, effectivement, moi par exemple, j'ai pris la coprésidence récemment du club philanthropie de France Invest. Ça va pas vous parler, mais France Invest, c'est l'association professionnelle qui réunit tous les investisseurs en fait du secteur financier sur ce qu'on appelle le private equity. Et donc voilà, moi c'est aussi un moyen pour moi en fait de me dire il faut en fait aller investir les lieux en fait où bien entendu il y a les lieux de la philanthropie dans lesquels on peut parler, mais typiquement ces lieux-là, c'est-à-dire aller s'adresser en fait à des personnes soit qui commencent à s'engager sur la philanthropie et se mettre à plusieurs pour porter un message collectif, mais du coup en ayant aussi l'intention d'aller identifier, adresser, embarquer des entreprises qui sont peut-être encore aujourd'hui éloignées de ces questions-là. Et donc pouvoir être dans cette dimension, ce que tu disais bien Luna aussi, d'échange entre pairs, quoi, de leur dire aussi c'est possible, questionnez-vous, regardez nous comment on a fait, il n'y a pas une manière de faire, il y a plein de manières possibles, et donc rejoignez-nous. Et donc c'est vrai que ça c'est un travail du quotidien, mais en tout cas c'est des choses qu'on essaie de faire à notre échelle. Comme on a dépassé le temps, on va prendre une toute dernière question pour Dounia. Et je vous remercie d'être resté alors qu'on a un petit peu dépassé le timing. Bonjour, merci à tous pour vos interventions, ça fait du bien. Je parle avec beaucoup d'acteurs associatifs et de dirigeants. On est dans une détresse, voilà, avec des licenciements économiques pour certains, enfin la clé sur la porte bientôt pour certains. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment séduire les entreprises. Donc ma question, ça sera comment se démarquer auprès de vous, comment, sachant que Jean-Christophe a rappelé la citation, c'est que la chute des associations, c'est la dette sociale de demain. Chez nous, chez Abajad, par exemple, on forme et on accompagne des personnes exilées, réfugiées, pour qu'ils puissent trouver du travail. Et donc, c'est 500 000 postes qui ne sont pas pourvus chaque année. Donc, la société en a besoin, on a besoin de main-d'œuvre. On rend service à la société, aux entreprises d'ailleurs. Comment séduire ? Comment aussi, on se pose la question, je suis coprésidente du collectif Work with Refugees, on est plusieurs associations, et on se demande si la thématique exilés, réfugiés n'est plus à la mode. Donc aussi, Jean-Christophe le disait, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont boycottées au vu de la politique, et on le voit, la montée de l'extrême droite notamment, est-ce qu'il y a des thématiques qui sont mises de côté parce que c'est trop clivant? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pivoter un chouïa pour pouvoir continuer nos actions? Merci. Je sentais le regard beaucoup tourné sur moi, donc mais comme je suis représentante de fondation, je peux peut-être répondre sans non plus peut-être quand même laisser la parole aussi à mes camarades parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai pas de recette miracle, peut-être plusieurs choses. En fait, c'est très compliqué. Je peux pas vous dire comment vous démarquer parce qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a beaucoup d'associations qui se démarquent toutes. Bien sûr qu'on en voit où voilà, il y aurait peut-être des choses à revoir, mais la réalité, c'est qu'en fait, même nous, je pense qu'il y a plus d'associations qui se démarquent, qui ont une vraie singularité, qui ont un vrai engagement, qui font des choses super que de financement disponible. Donc là, c'est vrai que j'ai pas de recette miracle. Je pense que le sujet vient peut-être aussi de comment nous, on peut mettre des moyens collectivement aussi différemment là de ce qu'on fait entre fondations. Je sais que c'est compliqué, mais je me dis aussi qu'il y a peut-être un champ à ouvrir de réflexion aussi entre associations pour aussi peut-être faire collectif. Alors sans aller, parce qu'on sait que c'est très compliqué, il y en a pas trop. Il y a un exemple à l'heure actuelle de fusion d'associations, mais on sait que ça aussi c'est très complexe. Mais même sans aller jusqu'ici, peut-être qu'il y a aussi des questionnements à avoir dans une situation compliquée, de peut-être regrouper ou d'avoir des collectifs aussi d'associations. Je dis pas que c'est une solution. Hein. Je me dis aussi pour partager les financements sur la question des réfugiés. Et je pense qu'il y a des questions d'angle mort qui ont été évoquées. Oui, je pense que c'est compliqué. Nous, on n'est pas positionné sur cette question-là exactement, mais objectivement, oui, on voit que il y a des sujets sur lesquels les fondations et les entreprises sont un peu frileux, d'autant plus aujourd'hui avec le contexte. Et donc, moi, ce que j'ai pu recommander à des associations qui travaillaient, par exemple, sur la question des exilés, c'est que du coup, de pas prendre en fait juste cette porte d'entrée-là, parce que vous l'avez bien dit, vous accompagnez sur l'insertion à l'emploi. Et donc, je pense que du coup, montrer en fait ce que vous faites sans forcément parler de l'identité entre guillemets du bénéficiaire, mais plus de votre action et de ce que vous faites et comment vous accompagnez, ça peut être aussi
un enjeu entre guillemets peut-être pour raconter l'histoire différemment. Typiquement nous, si vous venez nous voir sur la question des exilés, ça va pas être notre sujet et ça peut peut-être susciter des questionnements, encore que on a plein de projets qu'on accompagne sur cette thématique-là. Mais par exemple, nous, on est sur 3 axes: éducation, emploi, accès aux ressources. Du coup, la question de l'emploi, finalement, c'est surtout ça, nous, qui va nous intéresser. C'est pas tant est-ce que les personnes seront exilées, est-ce que on va plutôt aller adresser cette question-là de l'emploi. Donc ça peut être aussi peut-être revoir un petit peu effectivement le narratif. Mais en même temps, je suis très inconfortable avec ça parce que je trouve que c'est compliqué, mais il y a un principe de réalité, en fait, on va pas mettre sous le tapis, et vous allez pas mettre vous-même sous le tapis les enjeux que vous adressez, mais c'est vrai qu'il y a un principe de réalité aujourd'hui qui fait que je pense qu'il faut trouver des voies de contournement et des stratégies pour pouvoir effectivement continuer à faire en sorte que vos actions existent et puissent être quand même portées par d'autres fondations. Moi, un mini-mot très court, c'est dites ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. Ça a du sens pour vous, sinon vous ne seriez pas en charge de cette association. Vous ne vous impliqueriez pas tous les jours, vous ne lèveriez pas tous les matins pour la faire vivre. Donc, si ça a du sens pour vous, ça aura du sens pour d'autres. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse magique. C'est trouver les personnes pour qui ça a du sens, pour qui vous accompagnent. Bonjour à toutes, excusez-moi, j'ai été obligée de prendre la parole vraiment par rapport à la prise de parole et par rapport à la citation que Dounia a dit, je ne la connaissais pas. Je me présente vite fait, je m'appelle Madame Dango Aminata, je suis présidente de l'association Adjamadjigui à Noiselle en Seine-et-Marne. C'est la première fois que je viens dans cet endroit magnifique par rapport au programme Leader porté par Puissance de Femmes. Et moi, je suis émue parce que je suis présidente de l'association qui défend les droits des femmes. Et il y a quelques mois en arrière, on a fait la demande de reconnaissance d'intérêt général. Ça a cheminé en nous, parce que quand on a créé l'association en Seine-et-Marne, il n'y avait rien en faveur des droits des femmes. Et en fait, ça a explosé pendant le confinement, où on a été sollicité par la préfecture pour mener des permanences d'accueil dans les centres commerciaux. Donc, je le dis tout le temps, on sauve des vies, on a besoin de vous. C'est la première fois que je rencontre des personnes philanthropes, des mécènes. De toute ma vie, j'ai jamais rencontré. Et là, moi, ça me motive, ça me met en confiance. Et je rentre en Seine-et-Marne très confiante et motivée pour continuer les actions qu'on fait, de sauver des vies, de défendre les droits des femmes. Parce que si nous, on ne le fait pas à l'heure d'aujourd'hui, qui va le faire? En Seine-et-Marne, il n'y a rien pour les femmes, en fait. Donc, je suis fière d'être là aujourd'hui et je pars très confiante. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont soutenir les associations. Merci beaucoup pour ce témoignage. On connaît bien Puissance de Femmes au Philanthrope. Vous êtes entre de bonnes mains avec le programme Leader. Merci à tout le monde d'être venu ce matin pour votre participation et vos questions. Je remercie à nouveau nos intervenants. Merci à Olivia pour sa confiance et son soutien sur l'organisation et à toute l'équipe. Pour ceux et celles que ça intéresse, puisqu'on a parlé de ce sujet rapidement tout à l'heure, le 3 avril prochain, on organise une masterclass autour de l'hybridation des modèles économiques et notamment des dimensions juridiques et fiscales quand on veut apporter une part de lucrativité dans son modèle économique. Donc rendez-vous sur notre page LinkedIn ou notre page actualité si vous voulez vous inscrire à cette masterclass. Elle est plus restreinte que ce matin, donc les places sont limitées. Merci beaucoup et bonne journée.